À l'âge de 10 ans, le prince héritier Cecil Glow-Alphasta n'était pas un enfant ordinaire. Son professeur de mathématiques tentait de lui enseigner, mais Cecil inventait déjà des formules qui n'existaient même pas encore à cette époque. Le tuteur, complètement stupéfait par l'impact que cela pourrait avoir, s'enfuit pour aller faire un rapport à la société savante. La plupart des enfants auraient été désemparés en voyant leur professeur partir ainsi. Mais Cecil pouvait comprendre n'importe quoi après l'avoir entendu une seule fois. Il n'avait donc pas besoin de longues explications. Tout cela lui paraissait terriblement ennuyeux. Jusqu'au jour où sa fiancée, la fille d'un marquis, Bertia Ebil Nosses, lui annonça qu'elle était la méchante de l'histoire. Elle lui expliqua que son rôle était de le séparer de l'héroïne, puis de le laisser complètement choqué à la fin. Cecil lui répondit avec un sourire, car c'était la première fois que quelque chose n'avait aucun sens pour lui. C'était également la première fois qu'il rencontrait Bertia en personne, et il était clair qu'il n'était pas le seul à ne pas comprendre ce qu'elle racontait. Il se tourna vers elle et lui dit que rester debout à discuter n'était pas très approprié, puis l'invita à prendre le thé. Elle ne semblait pas du tout prête à cela. C'est à ce moment-là que Cecil présenta son majordome personnel, le mystérieux Zéno, aux cheveux verts. Bertia le fixa avec sérieux. Cecil lui demanda ce qui n'allait pas, et elle répondit qu'il était un peu trop posé pour son âge. Elle lui demanda alors s'il était lui aussi une réincarnation. La réincarnation était une autre idée intrigante pour lui. Il expliqua qu'on lui avait simplement appris que c'était ainsi que les membres de la royauté devaient se comporter. Zéno, lui, n'était pas d'accord. Selon lui, si un autre prince de 10 ans, aussi détaché et philosophique, existait, personne ne pourrait le supporter. On dirait presque que Cecil possède une maturité digne d'un stratège légendaire dès son plus jeune âge. Bertia répondit qu'elle comprenait. Puis elle lui avoua que cela pourrait le surprendre, mais qu'elle possédait des souvenirs d'une vie antérieure. Dans le pays où elle était née et avait grandi, le Japon, il existait des histoires qu'on pouvait regarder sous forme d'images en mouvement, comme des romans. Ces jeux appelés Autumn Games faisaient partie de ses plus grandes passions. Lorsqu'elle retrouva ses souvenirs, elle réalisa qu'elle était née dans le jeu ultime qui représentait ce monde. C'est ainsi qu'elle connaissait le scénario futur. Cecil tomberait amoureux de la fille d'un noble, la demoiselle du destin. Et elle, en tant que méchante, deviendrait un démon jaloux et la tourmenterait cruellement. Cela finirait par mettre Cecil en colère, entraînant la chute de la famille de Bertia. En résumé, être vaincue permettrait à Cecil et à l'héroïne de trouver le bonheur. Même si elle était destinée à chuter, elle voulait le faire avec élégance et devenir une fleur du mal de premier ordre. Avant cela, Cecil n'avait jamais été incapable de comprendre ce que quelqu'un disait. Qu'elle ait une imagination débordante ou un véritable pouvoir de prédiction, cela ne le dérangeait pas. En analysant ses paroles, il comprenait surtout qu'elle cherchait à devenir une personne correspondant à ce scénario. Tant que cela ne posait pas de problème pour une future reine, cela ne le dérangeait pas. Il lui demanda alors ce qu'était exactement cette fleur du mal de premier ordre. Elle répondit « forte, noble et belle ». Et même si ce chemin menait à sa destruction, elle l'emprunterait sans hésiter. En entendant ces trois qualités, Cecil observa ses doigts potelés et sa manière peu élégante de manger, et réalisa qu'il venait de penser quelque chose de déplacé. Bertia rougit et lui dit qu'il se trompait complètement. Bertia était censée être quelqu'un qui n'avait aucune chance, et en tant que personnage, son apparence laissait à désirer. Cecil trouva cela plutôt triste et lui demanda si cela ne la dérangeait pas. Serrant sa robe, elle admit que si, cela la dérangeait. Tout ce dont elle parlait concernait la Bertia du jeu. Mais celle qu'elle était maintenant était une personne différente. Elle avoua que dans sa vie précédente, elle avait tendance à se renfermer sur elle-même. Mais désormais, Cecil était son soutien, en tant que héros masculin qu'elle avait choisi. En réalité, elle souhaitait sincèrement son bonheur. C'est pourquoi elle était déterminée à devenir une fleur du mal honnête et vertueuse. Cecil pensa une fois de plus que les mots honnête, vertueuse et maléfique n'avaient absolument aucun sens ensemble. Bertia promit de s'améliorer et de revenir, puis s'enfuit en courant. Cecil resta perplexe, se demandant ce que tout cela signifiait. Zéno lui demanda alors ce qu'il comptait faire, et le prince répondit avec intérêt. Bertia ne possédait aucune des manières nécessaires pour interagir avec la royauté, et il ne comprenait pas beaucoup de ses paroles ni de ses actions. Et c'était précisément ce qui la rendait si divertissante à ses yeux.
Il décida de l'observer pendant un certain temps et, si nécessaire, de la dompter, ou plutôt de la guider vers le bon chemin. Dans ses paroles, Zéno pouvait clairement voir qu'il s'amusait. Quant à Cécile, ce sentiment d'imprévisibilité n'était pas désagréable. Habituellement, il réussissait tout du premier coup, ce qui rendait le monde terriblement ennuyeux pour lui. Il ressentait rarement un sentiment d'accomplissement. À ses yeux, le monde avait perdu ses couleurs, et c'est pourquoi il espérait que Bercia ne trahirait pas ses attentes. Un an plus tard, Zéno lui remit un rapport provenant d'un messager. Lady Bercia s'était enfermée chez elle pendant toute une année. Cécile afficha une réaction positive, ce qui surprit Zéno, mais le prince expliqua qu'il suivait discrètement son évolution et qu'il comprendrait en la voyant. Quelques jours plus tard, ils rencontrèrent une Bercia bien plus mince, avec une sorte de renard autour du cou. Cécile fut impressionnée. Les rapports disaient vrai. Elle s'était entraînée toute l'année, combinant régime et exercice pour améliorer son apparence. Elle lui demanda avec enthousiasme s'il l'avait prise pour quelqu'un d'autre, avant de recevoir immédiatement un coup de la part de son père pour son comportement envers le prince héritier. Le marquis supplia Cécile de pardonner l'impolitesse de sa fille idiote. Mais Cécile ne s'en offusqua pas et trouva cela enfantin, et même adorable. Ces mots déclenchèrent quelque chose en elle. Elle voulait l'entendre encore une fois. Elle voulait qu'il la qualifie à nouveau d'adorable. Son père l'emmena à l'écart et lui dit de ne pas se laisser tromper par l'apparence du prince. Ses yeux ne souriaient jamais. Il ne possédait pas les émotions nécessaires pour s'attendrir devant quelque chose de mignon. Il trouvait Cécile trop froid et lui conseilla de se contenter de l'entendre. Lui l'appelait adorable. Pendant qu'ils prenèrent le thé, Kuro se réveilla et sauta d'elle. Elle s'excusa, mais depuis qu'elle l'avait recueillie, la petite créature ne quittait plus ses côtés. Elle fit donc en sorte que Kuro imite une écharpe et l'emmena avec elle. Cécile réfléchit à cette situation. Ce n'était pas une imitation parfaite, mais il comprit ce que c'était. Il décida de garder le silence pour l'instant, afin que cela rende les choses divertissantes plus tard. Il offrit à Bercia du thé et des friandises, mais l'atout de la jeune fille indiquait qu'elle devait malheureusement suivre son régime. C'est pourquoi Cécile avait préparé ses friandises à teneur réduite en sucre, en précisant qu'il n'était pas particulièrement friand de sucreries lui-même. Waouh, comme il était attentionné! Bercia s'illumina, ravie de pouvoir grignoter, et le goût lui procura une grande joie. Cécile pensa qu'elle voulait être une vilaine, mais il avait l'impression qu'elle prenait plutôt le chemin inverse. En discutant de la fête du lendemain, elle décida, en tant que grande méchante de premier ordre, de remplir noblement son devoir en tant que partenaire de Cécile. Il se demanda pourquoi elle voulait paraître fiable, mais désormais, cela lui donnait un peu d'inquiétude. Il lui demanda de garder secret le fait qu'elle était une réincarnation de vilaine, juste entre eux deux. Entrer dans la haute société était un monde où l'on ne sait jamais ce qui pourrait avoir des conséquences néfastes. Elle était perdue. Il lui expliqua donc qu'une fleur du mal qui se laisse attaquer paraîtrait inférieure, et cette fois, elle comprit. Battre son adversaire en secret était digne d'une première classe, tandis que se vanter et creuser sa propre tombe était de troisième classe. Elle allait être différente de Bercia dans le jeu, en devenant une belle fleur noble. Il était content qu'elle ait compris, bien qu'il sente que sa compréhension était légèrement déformée. Le lendemain serait son 11e anniversaire, et elle était excitée à l'idée de le célébrer, jusqu'à ce qu'elle se rappelle que cela signifiait qu'elle allait bientôt avoir 10 ans. Elle commença à verser des larmes, expliquant que sa mère mourrait alors. Selon le scénario, la cause serait une épidémie qui se propagerait durant l'été. Juste avant son 10e anniversaire, la mère de Bercia mourait. Elle expliqua la difficulté d'une maladie infectieuse évolutive et combien il fallait de temps pour trouver un moyen de la soigner. L'herbe nécessaire pour leurs médicaments? La feuille de Luana? Il n'y en avait tout simplement pas assez pour tout le monde. De nombreux citoyens. Cécile connaissait bien la plante et savait qu'il était définitivement difficile de la cultiver. Dans l'histoire, le père de Bercia cherchait frénétiquement des feuilles de Luana, mais il n'en trouvait aucune. Il demanda au roi de lui en épargner quelques-unes, mais rien ne se passa, et sa mère fut enterrée sous une pluie battante. Cécile lui dit de se concentrer sur le présent. Sauver sa mère était bien plus important que de suivre le scénario du jeu. Bercia aimait profondément sa mère, mais elle savait que si les événements se déroulaient autrement, il pourrait ne pas obtenir la fin prévue. Cécile fut choquée de constater qu'elle se préoccupait également de lui.
Il lui tendit un mouchoir et lui dit d'essuyer ses larmes. Il était là en tant que fiancé, et si jamais elle se retrouvait en difficulté, ils pourraient réfléchir ensemble à la marche à suivre. Une année passa, et chez elle, Berthia reprocha à Cécile d'être si terrible. Elle s'excusa rapidement de s'être montrée peu convenable pour une jeune fille, mais il lui assura que cela ne posait aucun problème, lui demandant s'il avait fait quelque chose qui avait fait se froisser son joli visage. Elle expliqua qu'elle voulait développer davantage de stratégies contre l'épidémie, mais toutes ses lettres se contentaient de dire « Tout va bien ». Elle ne savait plus quoi faire. Elle tenta désespérément de récolter de la luanilite, mais n'en avait jamais assez. Et pour une raison inconnue, à l'arrivée de l'été, la maladie ne se propagea pas, et sa mère était en parfaite santé. Elle ne comprenait rien. Il sourit, lui disant de ne pas s'inquiéter. L'épidémie avait bien commencé, comme elle l'avait dit, mais elle s'était tout simplement éteinte. Elle fut abasourdie. Il avait utilisé les informations qu'elle lui avait fournies pour identifier la maladie et produire un remède. Dès le début de sa propagation, tous les patients reçurent un traitement immédiat. Elle se mit à le secouer, demandant ce que tout cela signifiait, et il se réjouissait qu'elle soit la seule à le réprimander ainsi. Il lui dit de se détendre et qu'ils pourraient discuter dehors. Revenant au moment où elle lui avait parlé de la mort de sa mère, il décida d'obtenir la permission de son père pour utiliser la serre royale. L'étape suivante fut de se rendre à la bibliothèque pour en apprendre davantage sur la luanilite. Il étudia tard dans la nuit, jusqu'à ce qu'un jour, il réussisse à produire un immense arbre de luana. C'était la découverte d'un siècle. Mais Cécile, comme toujours, resta plutôt nonchalant à ce sujet. Il voulait ensuite se consacrer à la médecine et demanda à Berthia quelles étaient les caractéristiques de la maladie. Puis, il emprunta les connaissances d'experts en médecine et en pharmacie pour identifier le mal. En lisant un livre, il découvrit une mutation spécifique de cette maladie et, après plusieurs expériences, parvint facilement à élaborer un remède. Pour être prêt, il devait ensuite s'assurer que les adultes prennent les mesures appropriées. Ainsi, il fit semblant de s'intéresser à une certaine maladie et invita un médecin étudiant ce domaine au palais en tant que professeur. Il discutait avec passion des maladies infectieuses et de la possibilité d'une nouvelle souche, puis mentionnait les effets de la feuille de luana dont il s'était subitement passionné, organisant le tout pour que le lien entre cette nouvelle souche et la feuille de luana devienne évident pour le professeur par lui-même. Malheureusement, le médecin ne comprit pas tout de suite, et Cécile ne savait pas pourquoi. Quelques mois plus tard, le médecin réalisa enfin que la feuille de luana pouvait avoir un effet contre cette maladie hypothétique, et c'est ainsi que Cécile résolut la situation. Un peu de temps après, le premier patient atteint de la maladie fut découvert, et le même médecin lui prodigua des soins complets. Cécile fut réellement surpris que le patient zéro apparaisse, car, bien sûr, il ne croyait pas totalement à l'histoire de Berthia. Cependant, il en apprit beaucoup. La difficulté rencontrée à guider le médecin et le fait d'avoir tant inquiété Berthia était probablement dû à ses propres mauvaises habitudes. Il réalisa que lorsqu'il théorisait, il comprenait trop facilement et avait tendance à omettre des explications. Berthia lui demanda pourquoi il avait fait tout cela, et il répondit « Pourquoi ? Je n'ai aucune intention d'ignorer ma fiancée lorsqu'elle est si inquiète. » Elle pensa que c'était bien au-delà de ce qu'un enfant de 11 ans pouvait accomplir, mais lui le savait. En tant que prince héritier, il pouvait utiliser la bibliothèque et, avec la permission de son père, faire appel à des experts brillants pour obtenir de l'aide. Zéno trouva que tout cela n'était en aucun cas normal pour un prince héritier ordinaire. Berthia, toujours bouche bée, supposa que c'était exactement ce qu'elle devait attendre de ce génie connu sous le nom de prince Androide. Cécile, intriguée par sa réaction, lui dit de ne pas s'inquiéter. Puisque sa mère était en sécurité et que les dommages pour le peuple avaient été minimisés, tout était parfaitement acceptable. Elle acquiesça, consciente que tous avaient échappé aux griffes maléfiques de l'épidémie. Mais il put voir qu'elle avait abandonné toute réflexion à ce sujet. Elle frissonna en apprenant qu'il avait encore une surprise pour elle, un cadeau d'anniversaire fait main. Ses yeux s'écarquillèrent en découvrant ce qu'il lui présentait. Il s'agissait en fait d'un antidote universel. En effectuant ses recherches, il avait trouvé quelque chose d'intéressant dans la bibliothèque. Un petit puzzle qui ouvrait un coffre menant à une partie secrète de la bibliothèque. De là, il avait acquis le savoir nécessaire pour créer ce nouvel antidote.
Puisqu'elle allait devenir sa femme, il était possible que sa vie soit menacée, et il pensa que cela pourrait servir de talisman protecteur. Les pétales s'écoulèrent alors qu'il l'enveloppait autour de son cou, et il trouva que cela lui allait à merveille. Elle le remercia et jura, en touchant le collier, de rembourser cette dette de gratitude en rectifiant complètement le scénario, devenant la plus magnifique des vilaines. Sa première étape fut de s'assurer que son père devienne un véritable méchant. Elle l'ignora lorsqu'il suggéra que perdre un chancelier serait trop problématique. Elle insista pour que lui et l'héroïne obtiennent leur happy end. Cécile remarqua qu'elle n'écoutait pas vraiment, mais cela lui sembla parfait ainsi, car après tout, c'était plutôt divertissant. Le marquis Nocès poussa un profond soupir en rendant visite au prince. Cela faisait déjà 1 an que Bercia lui recommandait des actes maléfiques. 1 an depuis tout ce tumulte lié à l'épidémie. Cécile, lui, ne pouvait s'empêcher de penser que le temps passait incroyablement vite. L'autre jour encore, Bertia avait offert à son père un livre fait main intitulé « Les meilleures choses à propos d'être un méchant ». Un guide pour débuter une carrière de vilain à partir de zéro. Le livre était étonnamment facile à comprendre et même amusant à lire, avec des explications très claires sur la différence entre les moyens légaux et illégaux de gagner de l'argent. Cécile trouva d'ailleurs que les chiffres concernant le détournement de fonds et la fraude étaient étrangement réalistes, peut-être des connaissances issues de sa vie passée. Jour et nuit, Bercia ne parlait que de devenir criminelle avec son père. Mais Cécile comprenait bien que derrière tout cela, elle essayait en réalité d'éviter que le scénario ne s'effondre. Il proposa alors au marquis de ne pas trop s'en inquiéter. Selon lui, ce n'était qu'une phase typique de l'adolescence. Bercia était simplement attirée par les hommes un peu mauvais. Douglas, perplexe, rétorqua que si c'était vraiment le cas, pourquoi n'essayait-elle pas de rendre Cécile mauvais, lui, plutôt que son propre père? Une remarque tout à fait pertinente. Mais Cécile, avec son aisance habituelle, répondit que Bercia aimait profondément son père. Et Douglas accepta cette explication sans la moindre hésitation. Il ajouta même que les tendances maléfiques de Cécile se voyaient parfois, et que sa fille avait sûrement jugé inutile de lui faire des suggestions. Changeant de sujet, le marquis évoqua le prochain grand événement, les débuts de sa fille dans la haute société. Il se sentait à la fois ému et terriblement inquiet. Cécile le rassura, tout irait bien. Il la soutiendrait, même si quelque chose d'intéressant se produisait, il pourrait la laisser se débrouiller seule un moment. Puis vint enfin le jour du grand début de Bertia. Son excitation débordante fit écarquiller les yeux de Cécile. Il lui dit qu'elle était devenue très belle, ce qui la fit rougir immédiatement, avant qu'elle ne le regarde avec suspicion, persuadée qu'il allait lui demander une faveur. Mais pas aujourd'hui, car aujourd'hui, elle comptait bien avancer dans son plan, transformer son père en véritable vilain. Cécile trouvait ce côté malchanceux et déterminé absolument adorable. Lorsque le couple royal apparut, vêtu d'habits assortis, l'assistance fut émerveillée. Tout se déroula parfaitement. Tellement parfaitement que Cécile en fut presque surpris. Car Bercia, pour une fois, ne causait absolument aucun problème. Le vicomte Laurie, conspirateur, s'avança et dit à Bercia qu'elle était ravissante. Cécile s'irrita aussitôt, sans trop savoir pourquoi. Un autre homme touchait sa fiancée. Il se demanda à quel point ils étaient proches tous les deux. Alors qu'elle allait lui murmurer quelque chose à l'oreille, Cécile l'attira soudainement loin de lui. Il dit à l'homme qu'il était terriblement désolé, prétextant que Bertia ne se sentait pas bien, et qu'il allait donc l'emmener un moment. En privé, elle lui demanda ce qui lui prenait tout à coup, et Cécile lui dit de lui répondre honnêtement. Il voulait savoir si les informations qu'elle avait réunies sur la façon d'être une méchante venaient du vicomte. Elle n'en revenait pas qu'il ait lu son livre. Elle se sentit tellement embarrassée. Mais à présent, Cécile voulait connaître les détails. Lorsque le vicomte venait rendre visite à son père, elle se souvenait qu'il faisait partie de ceux qui avaient entraîné son père sur la voie de la méchanceté. C'est pour cela qu'elle avait tout fait pour devenir amie avec lui, et qu'elle avait finalement réussi à le faire parler de mauvaises actions. C'était un pervers notoire, attiré sentimentalement par les enfants. Il lui demanda si Laurie l'avait déjà touché. Le visage de Bercia se figea de stupeur lorsqu'elle se rappela l'expression lubrique du vicomte, et elle poussa un cri. En apparence, il ressemblait à un homme plus âgé qui était gentil avec les enfants. Cécile ne pouvait pas lui reprocher de ne pas l'avoir compris. Il la prit dans ses bras, lui disant que tout allait bien et qu'il trouverait une solution.
Cécile n'était pas assez lâche pour rester silencieux après que quelqu'un eut posé la main sur sa fiancée. Il lui demanda si elle avait eu des contacts avec quelqu'un d'autre et elle répondit que non. Elle n'avait pas encore rencontré les autres personnes qui, dans le jeu, avaient poussé son père à devenir malfaisant, le comte Comornal et le baron Sajol. Cécile lui demanda d'arrêter, s'il lui plaisait, de faire des choses aussi dangereuses, et elle reconnut qu'elle ne voulait plus jamais revivre une chose pareille. C'est pourquoi, à partir de maintenant, elle allait faire très attention lorsqu'elle interagirait avec eux. Cécile lui demanda d'arrêter, mais Berthia refusa. Elle lui expliqua que si elle s'arrêtait maintenant, son avenir brillant ne pourrait pas se réaliser. Elle jura de faire de son mieux. Et Cécile comprit immédiatement qu'elle n'avait absolument aucune intention de l'écouter. Cependant, s'il s'y prenait correctement, cela pouvait devenir une excellente occasion de débarrasser le royaume de sa corruption. Le marquis Noche, inquiet, pensait que sa fille avait commis une faute. Cécile alla donc à sa rencontre pour discuter de cette affaire. Il expliqua, par un certain canal, qu'il avait entendu des rumeurs concernant les agissements douteux du comte Comornal, du baron Sagal et du vicomte Laurie. Il ajouta même que ces hommes avaient tenté d'entrer en contact avec lui. Douglas resta stupéfait. Il ne pouvait pas croire que le vicomte ait eu des comportements déplacés envers sa propre fille. Cécile lui demanda alors de ne rien dire à Berthia. C'était en réalité une manœuvre. Il voulait s'assurer que le marquis ne révèle rien, et ainsi empêcher Berthia de découvrir ses propres plans. Puis Cécile exposa clairement son objectif. Il voulait éliminer tous les hommes impliqués, avec l'aide de Douglas. Il demanda au marquis de devenir une sorte d'espion, chargé de rassembler des preuves contre eux. Douglas, rempli de colère, accepta immédiatement. Il jura qu'il les écraserait lui-même. Tout était désormais en place. Cécile souhaitait surveiller ces hommes de près. Mais bientôt, il devrait vivre dans les dortoirs de la Hall Academy. Cela rendrait ses actions beaucoup plus difficiles. 6 mois plus tard, en marchant sur le campus, il ne put s'empêcher de soupirer. Tout lui paraissait terriblement ennuyeux. Certes, le niveau d'éducation était élevé, mais en tant que prince héritier, il connaissait déjà tout le programme. Il se surprit à penser qu'il aurait aimé que Berthia soit là. Soudain, il entendit sa voix. Il se retourna, surpris. Elle accourait vers lui, accompagnée de son animal. Même s'il avait envie de la prendre dans ses bras, il se retint. Un membre de la famille royale ne pouvait pas perdre son sang-froid pour une telle chose. Puis, sans prévenir, elle lui annonça quelque chose. L'œil de Cécile tressaillit. Et, honnêtement, le mien aussi. Elle continua à parler. Alors que Cécile venait juste de penser qu'il s'ennuyait, il ne se souvenait absolument pas avoir souhaité une situation aussi chaotique. Un garçon, non loin, murmura. Ils n'ont pas genre 12 ans, mais Cécile, fidèle à lui-même, ne poserait jamais la main sur sa fiancée avant le mariage. Berthia, troublée, avoua qu'elle ne voulait pas lui causer autant de soucis. Elle dit que c'était censé être un événement heureux. Mais malgré tout, elle n'arrivait pas à ressentir une joie sincère. Cécile voulait absolument que Berthia arrête de dire des choses pouvant prêter à confusion. Avec douceur, il lui demanda « Mais qui est enceinte de qui, exactement ?» Il la serra légèrement contre lui, ajoutant que s'il ne comprenait pas la situation, il ne pourrait pas l'aider. Même son petit animal de compagnie semblait perdu face à tout ça. Rougissante, Berthia s'excusa pour sa maladresse, puis expliqua simplement que sa mère était enceinte de l'enfant de son père. Évidemment, de qui d'autre? Face au regard insistant autour d'eux, elle dut clarifier la situation pour éviter tout malentendu. Une fois les choses mises au clair, Cécile commença à l'entraîner avec lui, mais pas avant de s'assurer que les autres étudiants promettent de ne pas répandre de rumeurs étranges. Sur le chemin du retour, il demanda à Berthia de l'accompagner dans sa propre calèche. Ainsi, elle pourrait tout lui raconter tranquillement pendant le trajet. Berthia avait pourtant déjà sa propre voiture, car la distance depuis la maison Nocé était trop longue pour venir à pied. Cécile nota d'ailleurs qu'il fallait environ 2 heures pour faire le trajet à pied. Mais il lui demanda de ne pas refuser. Il ne voulait pas être ce genre d'homme qui renvoie sa fiancée après qu'elle émaille. Et fait tout ce chemin pour le voir. Son visage devint immédiatement rouge vif. Elle était heureuse qu'il ressente cela. Mais rester seule avec lui plus longtemps? Elle allait mourir de honte. Cela le fit sourire. Il lui murmura que tout irait bien, et que, lorsqu'ils seraient seuls tous les deux, il lui donnerait même son premier baiser. À ces mots, prononcés tout près de son oreille,
Berthia poussa un cri et s'enfuit en courant. Cécile trouvait ses réactions absolument adorables. Il ne pouvait pas s'en empêcher. Il assura même à Zéno que ce n'était absolument pas une vengeance pour l'avoir fait perdre son sang-froid plus tôt. Zéno, lui, trouvait qu'il était terriblement manipulateur. Berthia. Cécile aimait vraiment ce prénom. Il décida qu'à partir de maintenant, il l'appellerait ainsi. 6 mois passèrent. Lorsqu'il rendit visite à la maison Noce, il trouva Berthia tenant son petit frère dans ses bras. Mais son visage était sombre. C'était la première fois qu'il entrait dans sa chambre. Il observa les couleurs qu'elle portait souvent, se demandant si le bleu et le jaune étaient ses préférés, ou si cela avait un lien avec la couleur de ses cheveux et de ses yeux. Puis, une étrange sensation naquit dans son cœur. Une agitation qu'il... Berthia s'excusa auprès de Cécile à propos de son petit frère, Annette. Dans le scénario original, la maison Noce n'était pas censée avoir d'héritier. À la place, il devait adopter un garçon de la branche Loas. Mais tout avait changé. Sa mère ayant survécu à l'épidémie, le scénario entier s'était effondré. Le garçon adopté aurait déjà dû être accueilli dans la famille et entrer à l'académie Hallam sous le nom de Corgan Deli Noces. Il s'y serait rapidement distingué, devenant un candidat idéal pour devenir l'un des proches aides de Cécile. Cécile comprenait bien que, pour quelqu'un sans titre, entrer à l'académie serait difficile. Et si ce garçon était réellement talentueux, ce serait du gâchis de ne pas lui donner une chance. Berthia ajouta alors qu'éviter une route où Cécile finirait avec l'héroïne était une bonne chose. Cela attira immédiatement l'attention de Cécile. Puisqu'elle avait dit qu'il était censé finir avec l'héroïne, elle lui expliqua qu'il existait plusieurs routes possibles, selon les choix de celle-ci. La personne avec qui elle finirait pouvait changer. Cécile fut stupéfait qu'elle ait oublié de mentionner un détail aussi crucial. Selon lui, il n'y avait donc aucune raison de rompre leurs fiançailles, puisque l'héroïne pouvait très bien finir avec quelqu'un d'autre. Mais Berthia s'y opposa aussitôt. Elle ne pouvait pas laisser cela arriver. Sinon, quelque chose de terrible lui arriverait. Soudain nerveuse, elle se mit à transpirer, essayant de minimiser ses propos, affirmant que ce n'était rien, et qu'elle s'assurerait simplement qu'il finisse avec l'héroïne. Pour Cécile, c'était évident. Elle essayait de cacher quelque chose. Il lui demanda alors qui étaient les autres cibles. Elle révéla qu'il s'agissait de tous ceux destinés à devenir ses proches aides. Val Noakens, Charles Lowenau, Nels Crumb, ainsi que le second prince Sean Turkin Alfasta. Dans ce scénario, une sorte de force irrésistible devait les attirer vers l'héroïne au moment venu, déclenchant divers événements. Mais si cette même force cherchait aussi à faire adopter Corgan dans sa famille, alors Berthia ne pouvait imaginer qu'une chose: un malheur pourrait arriver à Annette. Depuis tout ce temps, elle vivait dans la peur. Cécile le comprenait désormais clairement. Fidèle à lui-même, il conclut simplement que Corgan n'avait qu'à intégrer l'Académie Hallam et devenir officiellement candidat pour être son aide. Une idée germa dans son esprit. Il lui dit de lui faire confiance. Plus tard, lorsque Corgan Deli Marden rentra chez lui, il se mit immédiatement à genoux pour saluer le prince héritier. Cécile expliqua qu'il avait entendu les plaintes du peuple concernant le seigneur local. Et comme cet homme était un parent éloigné de Berthia, il souhaitait lui poser quelques questions à ce sujet. Corgan n'arrivait pas à croire que Cécile se soit déplacée en personne, mais Cécile répondit calmement qu'en tant que membre de la famille royale, il se devait d'écouter la voix du peuple. Corgan expliqua alors que le seigneur de cette région était quelqu'un de très logique et digne de respect, mais qu'il avait une manière de parler absolument déplorable. C'était sans doute pour cela qu'il suscitait autant de ressentiments inutiles. Plus tôt, afin de payer leurs impôts, certains villageois avaient récolté des cultures encore immatures. Le seigneur les avait sévèrement réprimandés. Pourtant, ces récoltes auraient pu plus que doubler en quantité si elles avaient été laissées 2 semaines de plus. Et s'ils étaient venus lui demander de l'aide, il les aurait soutenus, ce qui aurait amélioré leur situation. Ces paroles étaient donc pertinentes. Mais sa façon de les exprimer était brutale. « Utilisez un peu votre tête, bande d'idiots !» Résultat, les villageois avaient quitté son bureau furieux. Tout cela correspondait exactement aux informations que le messager de Cécile lui avait rapportées. Corgan était capable d'analyser les faits avec objectivité. « Tu es retenu, Corgan », déclara Cécile. Il ajouta qu'il plaçait de grands espoirs en lui et qu'il avait une requête à lui faire.
Il voulait que Corgan soit adopté par une famille noble et devienne son informateur concernant les activités illégales du royaume. Corgan tomba à genoux, submergé par l'émotion. Il avoua qu'il avait abandonné tout espoir, pensant vivre ainsi toute sa vie. Jamais il n'aurait imaginé qu'un prince choisirait quelqu'un issu d'un milieu aussi modeste que le sien. Il jura alors de lui rendre cette faveur par une loyauté éternelle. Cécile informa ensuite Berthia de l'entrée de Corgan à l'académie. Comme prévu dans le scénario, Berthia était folle de joie, d'autant plus qu'il semblait que son père entretenait désormais de meilleures relations avec les nobles vilains. Ainsi, tant qu'ils évitaient la route du reverse harem, tout serait parfait. Cécile fronça les sourcils, confus. Berthia expliqua alors que le reverse harem était une situation où une seule femme est aimée par tous les protagonistes masculins en même temps, tout en les aimant également. Une route particulièrement gourmande. Cécile trouva cela impensable. Une reine ayant plusieurs relations serait considérée comme traîtresse. Mais Berthia ajouta que, dans ce type de scénario, comme il l'aimerait profondément, il serait incapable de la quitter. Et au lieu de s'opposer, tous finiraient par accepter de la partager. Une route qui existait bel et bien. Il demanda alors quel genre d'idiot serait prêt à ébranler tout un royaume pour une simple histoire d'amour. Berthia lui révéla alors une partie du contexte, évoquant une magie de charme. Mais ce type de magie n'existait pas dans ce monde. Cécile réfléchit et supposa qu'un esprit de lumière pouvait produire un effet similaire. Ces esprits purifient les êtres corrompus et offrent une sensation d'euphorie à ceux qui sont vertueux. La lumière de guérison. En exploitant cette sensation, il serait possible d'attirer les gens à soi comme par magie. Berthia, elle, n'en revenait pas que les esprits existent réellement. Cécile, encore une fois, fut déconcertée par sa réaction. Puisqu'ils avaient tous deux conclu un contrat avec un esprit, il lui fit remarquer qu'elle ne lui avait jamais expliqué où elle avait trouvé Kuro. Elle répondit que c'était dans une forêt près du manoir. Kuro avait léché une de ses blessures, et c'est ainsi qu'elle lui avait donné un nom. Mais en réalité, cela signifiait qu'elle avait formé un contrat avec un puissant esprit des ténèbres. Ces contrats se créaient en offrant du sang et un nom à l'esprit. Berthia n'en avait absolument aucune idée. Zéno, de son côté, était également l'esprit lié à Cécile. Tout cela était bien trop pour son esprit. D'un simple geste, Cécile demanda à Zéno d'invoquer des livres pour que Berthia puisse étudier les esprits. Mais elle n'était clairement pas prête pour tout ça. Malgré tout, l'idée d'une relation amoureuse avec une héroïne capable d'influencer les gens grâce au pouvoir d'un esprit de lumière, lui semblait être une méthode extrême, presque une forme de manipulation à peine dissimulée. Pendant ce temps, en ville, l'héroïne poursuivait Pichon. Elle marcha accidentellement dans une flaque et éclaboussa un passant. L'homme s'apprêtait à se mettre en colère. Mais Pichon réagit immédiatement et utilisa une magie de lumière pour le charmer. Aussitôt, l'homme s'agenouilla devant elle, les yeux remplis d'admiration, lui demandant son nom avec douceur. L'héroïne lui adressa un sourire et répondit « Héronia Induron ». Un matin en particulier, Cécile prononça le discours de bienvenue pour les nouveaux élèves de la Hallam Academy. En tant que président du conseil des élèves, il attirait naturellement tous les regards, et Berthia brillait d'admiration rien qu'en le regardant. Dans la salle du conseil, on fit la connaissance des principaux personnages masculins de cette histoire. Charles complimenta Berthia en la décrivant comme la fleur de Cécile, ajoutant qu'elle attirait encore plus l'attention que quiconque. Sean, le petit frère de Cécile, la trouva très jolie et, puisqu'elle allait devenir sa belle-sœur, exprima son envie de devenir son amie. Cependant, certains comme Val semblaient un peu déstabilisés par son énergie vive et décidée. Malgré cela, il ne put s'empêcher de remarquer sa silhouette élégante, ses longues jambes et sa taille fine, ce qui surprit Charles. Celui-ci le taquina, pensant que Val ne s'intéressait qu'au combat, mais Val répondit simplement que c'était naturel. Pour une fille noble, Berthia semblait s'être beaucoup entraînée. Cécile, lui, connaissait la vérité sur elle et attendait avec impatience la réaction de Charles lorsqu'il découvrirait sa véritable nature. Curieux, Charles interrogea Corgan à son sujet, puisque ce dernier avait un lien indirect avec la famille Noche. Mais Corgan répondit froidement qu'il appartenait à une branche secondaire et que cela ne le concernait pas, demandant qu'on ne le dérange plus dans son travail. Peu après, Cécile se leva en annonçant qu'il allait rejoindre sa charmante fiancée, ce qui étonna tout le monde.
Lui qui paraissait toujours distant, révélait qu'il s'intéressait en réalité aux personnes qu'il trouvait intéressantes. Charles proposa alors qu'ils aillent tous lui rendre visite, idée qui enthousiasma particulièrement Sean. On disait d'ailleurs que Sean arborait un sourire d'ange, tandis que celui de Cécile était souvent comparé à celui d'un ange déchu. En chemin, Cécile remarqua une mystérieuse présence scintillante, une Héronia, et, après une brève interaction avec Corgan, il rejoignit finalement Berthia, qui prenait tranquillement le thé. Elle fut totalement surprise de le voir apparaître ainsi. Parmi toutes les personnes présentes, une en particulier attirait les regards, Coral. Afin d'accompagner Berthia à l'académie, Coral avait pris une forme humaine adaptée à cet environnement. Pourtant, personne d'autre ne pouvait voir ses oreilles ni sa queue, dissimulant ainsi sa véritable nature. Berthia pensait que Cécile devait arriver plus tard, mais ce dernier trouva cela étrange, puisque c'était précisément l'heure qu'ils avaient fixée pour se voir. Une jeune femme aux cheveux violets intervint alors pour saluer le prince. Il s'agissait de Joanna Kurzwarn, fille d'un duc et cousine éloignée de Cécile. Elle expliqua que Berthia pensait qu'il serait trop occupé pour venir et qu'elle s'était même inquiétée. En observant Berthia, un peu agitée puis soudainement abattue, Joanna ne put s'empêcher de la trouver adorable. Berthia tenta de l'interrompre pour éviter qu'elle n'en dise trop, mais Cécile remarqua que Joanna semblait s'amuser de ses réactions. Avec enthousiasme, Berthia annonça à Cécile qu'elle s'était fait beaucoup d'amis, ou plutôt des sbires. Il comprit immédiatement qu'elle utilisait ce mot pour donner une touche plus maléfique à la situation, comme si elle jouait un rôle. Il lui fit doucement remarquer qu'elle ne devrait pas appeler ainsi des personnes qui lui étaient chères. Un peu honteuse, elle s'excusa, mais Joanna intervint pour dire que cela n'avait rien de grave. Les jeunes femmes présentes faisaient en réalité partie d'une sorte de société officieuse dédiée à Berthia, Silica Lunaya, Cynthia Sornelis et Anne Kogaret. Leur mission était simple, veiller sur Berthia et l'accompagner dans son épanouissement, comme un véritable fan club. Anne avoua que simplement la regarder avait un effet apaisant. Cynthia ajouta que la gentillesse de Berthia transparaissait naturellement, ce qui la mettait en confiance. Quant à Silica, elle déclara qu'elle ne pouvait pas la laisser seule et qu'elle ressentait presque le besoin de veiller sur elle, au point de se voir comme une sorte de figure maternelle, ce qui laissa Berthia totalement perplexe. Cécile, profitant d'un moment, prit Berthia à part et la félicita pour son entrée à l'académie en lui offrant des roses bleues. Elle s'illumina immédiatement. Dans son esprit, cela ressemblait à un événement clé digne d'un jeu romantique, bien que la couleur diffère légèrement. Ces roses bleues étaient en réalité un objet rare, presque légendaire. Il n'existait qu'un seul pot de ces fleurs dans le monde. Cécile les avait choisies spécialement pour elle, sachant qu'elle aimait cette couleur. Berthia, touchée mais un peu gênée d'accepter un cadeau aussi précieux, les trouva magnifiques, d'un bleu rappelant les yeux de Cécile. Alors que les autres jeunes filles s'extasiaient autour d'elle, Berthia tenta maladroitement de se justifier, affirmant que ce n'était pas ce qu'elle pensait, qu'elle aimait simplement le bleu parce que c'était une jolie couleur. Avec tous ces changements dans le scénario, Berthia commençait à s'inquiéter de ce qui pourrait arriver. Pourtant, elle se sentait soulagée que Cécile ait, selon elle, réussi l'événement de « rencontre prédestinée ». Quand il lui demanda de quoi elle parlait, elle resta stupéfaite. Pour elle, c'était évident. En se rendant à la réception, il aurait dû croiser une jolie jeune fille jouant avec un oiseau blanc. Cécile confirma qu'il avait bien vu une telle personne, mais il se souvenait surtout qu'elle riait d'une manière étrange et parlait à l'oiseau, ce qui lui avait paru suspect. Il avait même demandé à Corgan de la signaler à un professeur. De plus, il avait trouvé son comportement, regarder les gens de façon indiscrète, plutôt irritant. Pour Berthia, c'était catastrophique. Cette fille était censée être l'héroïne du jeu, la demoiselle du destin. À ce moment précis, Cécile aurait dû ressentir quelque chose, retirer une rose rouge du bouquet destiné à Berthia et l'offrir à cette héroïne. C'était ça, le fameux Meet Cute Event. Mais au lieu de cela, il lui avait offert un pot entier de roses bleues, rendant impossible ce geste symbolique. Inquiète, Berthia lui demanda s'il n'avait vraiment rien ressenti. Le fait de voir cette jeune fille jouer avec un oiseau, si différente des autres dames, n'avait-il pas éveillé son intérêt? Cécile répondit honnêtement qu'il avait été bien plus marqué par une jeune fille portant un renard vivant autour du cou. À ces mots, Berthia comprit que l'événement était complètement bouleversé. Cécile, lui,
pensait simplement avoir voulu lui faire plaisir, mais il se sentit coupable en voyant qu'elle semblait troublée. Elle tenta de le rassurer, acceptant de savourer malgré tout le bonheur que lui apportait son cadeau. Mais l'expression préoccupée de Cécile ne disparut pas. Plus tard, dans la salle du conseil des élèves, Cécile accueillit Joanna Kurzwarn. La voir prendre le thé avec Bertia l'avait surpris, mais elle, au contraire, trouvait cela naturel. Dès leur première rencontre, Joanna avait été complètement séduite par Bertia, surtout après que celle-ci l'eût aidée face à des nobles un peu trop insistants. De plus, Bertia avait rédigé un guide détaillé des meilleurs endroits de la capitale royale, ce qui avait attiré plusieurs membres dans leur cercle. Mais Cécile ne tarda pas à aller droit au but. Il voulait savoir si certains membres de ce groupe représentaient un danger. Joanna n'apprécia pas qu'il cherche à percer les secrets d'une jeune fille. Cécile, lui, trouva qu'elle ressemblait bien plus à une véritable méchante que Bertia, et il répliqua aussitôt qu'il pourrait toujours dire à Sean qu'elle enquêtait sur lui. Cette réponse prit Joanna complètement au dépourvu. Cécile savait déjà que Joanna Kurzwarn avait un faible pour son petit frère Sean. Lorsqu'il le mentionna, elle perdit immédiatement son calme, pestant contre les manipulateurs au cœur noir comme lui. Elle n'arrivait pas à croire qu'un garçon aussi pur et adorable que Sean puisse être de la même famille que Cécile, et encore moins que Bertia puisse l'aimer. Cécile, amusée, la taquina en disant qu'elle était simplement jalouse, et cela la toucha en plein cœur. Finalement, elle céda et lui assura qu'il n'y avait aucun élément réellement dangereux dans leur cercle. Elle avait tout organisé avec soin. Cependant, certaines jeunes femmes enviaient la popularité de Bertia. Sur sa liste noire figurait notamment Eronia Induron. Selon Joanna, cette liste regroupait des filles attirées par Cécile ou des fiancées jalouses de l'affection que Bertia recevait. Les hommes, quant à eux, détournaient leur ressentiment envers Cécile pour le reporter sur Bertia. Là où Joanna voyait une situation préoccupante, Cécile, lui, semblait presque s'en divertir. Elle ne comprenait pas comment il pouvait rester aussi détendu alors que sa fiancée était potentiellement en danger. Mais pour lui, Bertia était entourée de son fan-club, et cela suffisait à le rassurer. Il pouvait donc laisser cette affaire entre les mains de Joanna. Après son départ, Cécile réfléchit à une autre mesure de protection. Il avait déjà encouragé Bertia à étudier les pouvoirs de Kuro afin de se défendre contre la lumière curative d'Eronia. L'affinité de Kuro, liée aux ténèbres, excellait en défense et pouvait offrir une protection précieuse. Mais il y avait un problème. L'existence des esprits devait rester secrète, ce qui empêchait Bertia d'utiliser ses pouvoirs ouvertement contre des humains. Perdue dans ses pensées, Cécile se demanda quelle serait la prochaine étape. En se rendant à leur point de rendez-vous, il aperçut Eronia endormie contre un arbre, exactement à l'endroit où il devait retrouver Bertia. Intrigué, il comprit vite que quelque chose se tramait. Cachée derrière les fleurs, Bertia semblait observer la scène, tandis qu'Eronia toussait de manière exagérément évidente. C'était clairement un stratagème. Cécile, peu impressionnée, pensa simplement à sortir un livre pour passer le temps, jusqu'à ce que Bertia pousse soudain un cri en sentant une chenille velue grimper sur sa tête. Avec calme, il retira l'insecte et la taquina doucement, affirmant qu'il avait chassé la vilaine bête qui avait osé lui faire peur. Bertia le remercia chaleureusement après qu'il l'eut débarrassé de la chenille, mais Cécile, amusée, lui demanda si elle avait enfin terminé sa partie de cache-cache. Pendant ce temps, Eronia Induron continuait son petit numéro, toussant bruyamment avant de déclarer d'une voix théâtrale qu'elle n'arrivait pas à se réveiller, et qu'un prince pourrait peut-être venir la tirer de son sommeil. Bertia, un peu hésitante, suggéra à Cécile d'aller l'aider, mais il ignora totalement cette idée. Pour lui, c'était bien plus important. C'était rare que Bertia l'invite à un rendez-vous et il s'en réjouissait sincèrement. Il décida donc de faire échouer complètement son stratagème en l'invitant plutôt à prendre le thé avec lui. Il mentionna même des douceurs importées particulièrement délicieuses, ce qui suffit à capter toute l'attention de Bertia, désormais beaucoup trop enthousiaste. De son côté, Eronia bouillonnait de colère en voyant la méchante repartir heureuse. Mais Cécile n'y prêta absolument aucune attention. Un autre jour, Cécile observait Bertia avec tendresse tandis qu'elle fixait une horloge. Soudain, elle s'exclama qu'elle avait oublié quelque chose, mais qu'elle ne pouvait pas aller le chercher elle-même. Elle lui demanda alors de le faire à sa place. La scène était si mal jouée que Cécile, tout comme Zéno, avait du mal à garder son sérieux. Mais en sortant,
Qui trouva-t-il? Évidemment, Eronia. Elle feignit la surprise en disant qu'elle ne s'attendait pas à le voir là. Au même moment, une élève passa en courant, expliquant qu'elle devait verrouiller la salle de classe et qu'elle avait oublié. Résultat, Cécile se retrouva coincée à l'intérieur avec Eronia. Elle prit alors un ton faussement inquiet. Que allait-il faire enfermée ainsi? Pourtant, elle semblait étrangement ravie de la situation. Elle alla même jusqu'à le remercier pour la rose qu'il lui aurait offerte auparavant, ce qui n'était jamais arrivé. Pour Cécile, c'était clair. Elle s'inventait complètement une réalité. Elle décrivait avec émotion cette rose rouge posée sur son rebord de fenêtre, encore plus belle sous la lumière du ciel, alors même que Cécile n'avait jamais offert de rose rouge, et encore moins à elle. Remarquant un oiseau à ses côtés, il comprit qu'il s'agissait sans doute de l'esprit de lumière. En le voyant sourire, Eronia se lança dans des explications, disant que l'oiseau, nommé Pichon, n'aimait pas les gens en général, mais qu'il semblait apprécier Cécile. Preuve, selon elle, qu'il était spécial. Alors qu'elle s'apprêtait à continuer, probablement pour lui déclarer ses sentiments, Cécile n'attendit pas une seconde de plus. Il ouvrit la fenêtre et descendit directement par l'arbre à l'extérieur. La laissant seule derrière, elle cria, paniquée, lui demandant ce qu'elle était censée faire maintenant. Perchée là, toute seule. Après s'être échappée par la fenêtre, Cécile ne pensa qu'à une chose. Ses gants étaient ruinés. Sans même se retourner, il demanda simplement à un professeur d'aller déverrouiller la salle de classe. Une année passa depuis que Bertia avait commencé à mettre en place ses petits stratagèmes. Un jour, elle lui demanda ce qu'il était advenu de l'héroïne. Cécile répondit vaguement en parlant de « la fille avec l'oiseau », comme s'il s'agissait d'un personnage secondaire sans importance. Il ajouta même qu'ils ne s'étaient jamais officiellement présentés l'un à l'autre. À Hallam Academy, les règles strictes de la haute société restaient en vigueur. L'une des plus importantes stipulait que, sauf nécessité administrative, une personne de rang inférieur ne devait jamais adresser la parole à quelqu'un de rang supérieur sans introduction préalable. Faire comme si l'on ne se connaissait pas était considéré comme une marque de politesse. Selon ces règles, Cécile et Eronia Induron étaient donc toujours des étrangers, même si, de toute évidence, elle ne semblait pas décidée à respecter ces convenances. Perplexe, Bertia lui demanda pourquoi il agissait ainsi. Après tout, elle l'avait guidé vers de nombreux événements censés rapprocher le prince et l'héroïne. Mais Cécile répliqua calmement qu'elle avait été découverte. Tous ces événements étaient donc intentionnels? Bertia resta sans voix. Cécile soupira avant d'avouer qu'il avait ses propres raisons d'agir ainsi, ce qui expliquait pourquoi il gardait ses distances avec l'héroïne. Il demanda alors à Bertia de continuer à veiller sur lui. À ses yeux, il devait sûrement suivre un plan réfléchi. Après tout, il ne laisserait jamais s'échapper la princesse qu'il chérissait, sans lui révéler que cette princesse n'était autre qu'elle-même. Il ne la laisserait jamais partir. Pourtant, récemment, quelque chose en lui changeait. Voir Bertia s'efforcer de le rapprocher d'Eronia lui procurait un sentiment étrange. Une part de lui trouvait cela presque amusant, tandis qu'une autre en était profondément agacée. Ce n'était pas seulement parce qu'il trouvait les interactions avec Eronia ennuyeuses. Cette sensation de serrement dans sa poitrine allait bien au-delà. Et pour la première fois, Cécile ne comprenait pas ce qu'il ressentait réellement. Bertia travaillait depuis environ 1 an à rapprocher Cécile et la fille du baron, Eronia. En même temps, elle s'efforçait aussi de progresser avec ses propres candidates assistantes. Un jour, elle lui déclara soudain « Votre Altesse, je deviendrai le Cupidon de l'amour ». Encore une fois, c'étaient des paroles qu'il ne comprenait pas vraiment. Bertia consacrait toutes ses pensées à garantir son union avec Eronia. Mais lui n'avait pas besoin d'un tel dévouement. Une idée brillante lui vint alors. Les autres cibles potentielles n'avaient qu'à trouver d'autres partenaires merveilleux. Des partenaires si parfaits qu'ils n'auraient même pas le temps de s'intéresser à l'héroïne. Cécile comprit alors que, par « Cupidon », elle voulait dire quelqu'un qui rapproche les gens. Elle pensa alors à consacrer ses efforts à rapprocher Vald et Cynthia. Ils étaient déjà fiancés, mais ne se connaissaient pas vraiment. Excitée à l'idée de commencer, elle partit et fut accueillie par Anne, qui semblait un peu abattue. Le lendemain, Cécile accompagna Vald à son rendez-vous avec Cynthia. Cynthia se révéla être une cavalière très talentueuse, ce que Bertia ne comprenait pas. Elle était censée avoir une constitution fragile à cause d'une épidémie survenue quelques années auparavant. Mais Cynthia leur expliqua qu'elle n'avait jamais été gravement malade depuis sa naissance.
Berthia était tellement à côté de la plaque que le prince dut lui rappeler qu'il avait pratiquement guéri cette maladie lui-même. Elle se sentit alors déprimée, réalisant que ses connaissances du jeu ne servaient à rien ici. Son plan était que Vald lui apprenne l'équitation, mais puisqu'elle n'en avait pas besoin, Cécile réfléchit à une autre façon de passer du temps avec elle. Vald et Cynthia décidèrent alors de se lancer un défi et partirent au galop. Cécile accéléra également pour ne pas être distancée, allant même jusqu'à faire un saut dangereux juste pour entendre Berthia crier. Même si Cynthia perdit, elle s'amusa énormément et invita Vald à refaire une course avec elle. Il accepta avec plaisir, promettant même de s'entraîner davantage. Pendant ce temps, Berthia se sentait encore un peu faible. Cécile trouvait ses réactions tellement amusantes qu'il se dit qu'il était peut-être allé un peu trop loin. Mais il se ressaisit rapidement, car sa mission de « Cupidon de l'amour » était un grand succès. C'est alors qu'ils aperçurent Charles en train de marcher avec une autre femme que Cécile n'avait jamais vue auparavant. Il avait l'impression que Berthia le regardait avec une expression assez étrange. Le lendemain, Charles croisa Anne et remarqua qu'elle semblait un peu pâle. Si quelque chose la préoccupait, il était prêt à l'écouter. Quel que soit le conseil dont elle aurait besoin, il réglerait ça en un éclair. Elle lui adressa un sourire. Il avait toujours essayé de lui remonter le moral. Cependant, cette fois-ci, c'était quelque chose qu'elle devait résoudre elle-même. Son père lui avait dit qu'elle devait décider de ce qu'elle voulait faire concernant ses fiançailles avec le frère aîné de Charles. La nouvelle lui était parvenue par lettre, et il était temps pour elle de prendre une décision ferme. Charles avait l'air bouleversé, et Berthia intervint pour lui demander pourquoi il ne disait rien. Il ne s'attendait pas à la voir. Elle lui dit qu'il était justement celui qui devait agir. Dans sa jeunesse, Charles ne pouvait que regarder son frère aîné partir avec une autre femme, alors même que ce jour-là était censé être consacré à la rencontre avec ses candidates au mariage. Son frère lui avait simplement demandé de trouver des excuses pendant qu'il partait séduire cette femme en privé. Charles trouvait son frère désespérant, et en voyant Anne en larmes tandis qu'il s'éloignait, il avait voulu la réconforter en discutant avec elle. Lorsque Berthia révéla qu'il était évident qu'il aimait Anne, il alla se plaindre à Cécile. Avoir des sentiments pour la fiancée potentielle de son propre frère n'avait rien de drôle. C'est pour cela qu'il avait essayé de l'oublier le plus vite possible en fréquentant d'autres femmes. Mais quoi qu'il fasse, personne ne comptait plus pour lui qu'Anne. Elle lui était si chère qu'il en venait presque à la haïr pour avoir volé son cœur à ce point, tout en sachant qu'il ne pourrait jamais la voir. Cécile voyait Charles comme quelqu'un de détaché et facile à vivre. Il n'aurait jamais imaginé qu'il cachait des sentiments aussi passionnés et profonds. Pire encore, Anne et Berthia se trouvaient derrière lui tout ce temps, et Cécile avait complètement manqué le moment de le prévenir. Berthia le traita de totalement pathétique, mais Charles savait que si Anne épousait un second fils comme lui, elle ne pourrait devenir au mieux que l'épouse d'un comte. Il se retourna alors pour répondre qu'elle serait bien plus heureuse en tant qu'épouse d'un duc, sans se rendre compte qu'elle avait tout entendu, et se retrouvant Berthia lui expliqua que la stabilité économique était certes importante, mais que ce qui rendait réellement une femme heureuse, c'était l'amour. De plus, son frère aîné était un véritable séducteur invétéré. Accepterait-il vraiment qu'il prenne Anne? Selon elle, plutôt que de devenir duchesse mariée à un homme infidèle, il valait mieux être une comtesse mariée à un gentleman qui l'aimait sincèrement. Anne répondit timidement que oui. Cécile déclara alors à Charles que, même si le rang social avait son importance, s'il parvenait à obtenir un poste en tant qu'assistant personnel du futur roi, cela suffirait probablement à compenser en termes de statut. Quant à savoir s'il y parviendrait, cela dépendrait entièrement de lui. Charles s'agenouilla devant Anne et lui avoua qu'il était depuis longtemps consumé par son amour pour elle. Il jura de devenir un homme digne de lui faire sa demande et lui demanda de le regarder évoluer jusqu'à ce jour. Anne posa doucement sa main sur la sienne et lui répondit qu'elle comprenait la valeur d'un mariage politique, mais que, si possible, elle aimerait découvrir ce que pouvait être un mariage heureux fondé sur l'amour. Elle voulait prendre le temps d'y réfléchir, et ces simples mots donnèrent à Charles la force de devenir le serviteur du roi démon. Bien sûr, ce roi démon, c'était Cécile. Mission accomplie, même si tout cela avait été un peu forcé. Un autre jour, Berthia salua le prince Sean. Il était ravi à cause de quelques friandises rares que quelqu'un lui avait offertes. C'est alors que Joanna entra en scène.
Sean devint quelque peu mal à l'aise et trouva une excuse pour partir. Bertia n'en revenait pas qu'il agisse ainsi envers une femme qui pourrait devenir sa fiancée. Joanna lui dit que cela ne la dérangeait pas du tout, mais quoi qu'il en soit, Bertia comptait bien trouver un plan pour les rapprocher. À ce moment-là, Silica de Nelton passait par là. Avec la chaleur récente, Nelton avait peu d'appétit, mais elle insistait pour qu'il mange au moins les douceurs qu'elle avait préparées pour lui. Cela donna à Bertia une excellente idée. Opération: offrir des sucreries faites maison. Puisque Sean aimait les sucreries, cela aiderait Joanna à se rapprocher de lui. Silica mènerait cette initiative, étant particulièrement douée dans ce domaine. Ce qu'elle avait donné à Nelton ce matin-là, c'était des biscuits contenant des légumes. Comme il n'aimait pas vraiment les légumes, elle avait fait des recherches pour trouver un moyen de lui en faire manger davantage. Alors qu'elle préparait la pâte à biscuits, Silica demanda pourquoi Sean agissait de façon étrange avec Joanna. Joanna pensait qu'elle avait peut-être été trop insistante avec lui, mais elle préféra ne pas s'attarder sur le sujet pour le moment. De son côté, Silica trouvait que plus elle faisait d'efforts pour devenir une véritable dame, plus Nilt semblait avoir peur d'elle. Ils étaient amis d'enfance, et comme Nilt était plutôt solitaire et introvertie, elle avait souvent été celle avec qui il discutait. Elle se perdit dans ses souvenirs de leur jeunesse. 1 heure plus tard, elles observaient les résultats. Les biscuits parfaits de Silica, ceux corrects de Bertia, et ceux de Joanna complètement brûlés. Les filles essayèrent de se rassurer en disant que ceux de Joanna étaient peut-être seulement ratés en apparence, mais après les avoir goûtés, elles furent toutes déprimées. Joanna avait toujours réussi plus ou moins dans tout ce qu'elle entreprenait, mais la cuisine n'était clairement pas son point fort. Elles l'encouragèrent malgré tout à continuer. De son côté, Cécile jeta un œil aux biscuits faits main de Joanna, accompagné d'un rapport complet de Zeno. Après un certain temps, Joanna présenta un nouveau panier de biscuits à Sean. Elle lui demanda d'en goûter un. Il répondit que c'était très sec. Elle s'excusa et expliqua qu'elle les avait faits elle-même. Sachant qu'il aimait les sucreries, elle espérait lui faire plaisir, mais ce fut encore un échec. Elle s'apprêtait à partir, mais Sean la retint. Ce soir-là, la chaleur était particulièrement intense, ce qui était inhabituel pour la saison. Nilt, lui aussi, ne se sentait pas bien. Il passait ses nuits à rester éveillé pour traiter des lettres de plainte envoyées par son père. Bertia et Silica vinrent lui rendre visite, apportant beaucoup de sucreries. Silica se mit alors à le réprimander légèrement, lui disant de ne pas laisser ses affaires traîner partout sur le sol. Mais il n'en pouvait plus. Il lui dit qu'elle lui faisait peur et qu'il détestait ça. Il ajouta que, si elle le méprisait autant, elle devrait simplement rester loin de lui. Elle perdit son calme lorsqu'il lui dit que, même s'ils avaient grandi ensemble, cela ne lui donnait pas le droit de se mêler de tout. Il trouvait cela. L'atmosphère dans la pièce devint soudainement pesante. Cécile comprenait que Nelt était irrité, mais là, il était allé trop loin. Des larmes coulaient sur le visage de Silica, et Bertia réprimanda Nelt en lui demandant pourquoi il ne voyait pas la gentillesse et l'affection de Silica. Sans comprendre, il répondit « De l'amour ?» Bertia poursuivit en expliquant que Silica était toujours celle qui nettoyait les miettes qu'il laissait derrière lui. Elle mangeait les biscuits qu'elle préparait, lui donnait un mouchoir pour éviter que ses livres ne se salissent. Si tout ce dévouement n'était pas de l'amour, alors qu'est-ce que c'était? Silica tenta d'expliquer que cette interprétation était totalement fausse et que c'était simplement sa personnalité. Mais Charles intervint en disant qu'il comprenait parfaitement ce qu'elle ressentait. Elle s'écria une nouvelle fois qu'ils se trompaient tous, puis attrapa Bertia pour sortir de la pièce avec elle. Elle la gronda en lui disant qu'elle ne comprenait rien au cœur d'une jeune fille. Bertia hocha la tête frénétiquement, prétendant comprendre. Silica reconnut aussi sa part de responsabilité. Ils n'étaient plus des enfants. Elle pensa avoir été trop envahissante et décida de garder ses distances avec Nelt pendant un moment. Cette nuit-là, Nelt ne cessa de penser à Silica. Il réalisa seulement maintenant qu'elle lui préparait habituellement du thé pour l'aider à dormir. Il ne l'avait pas vue une seule fois aujourd'hui, pas même ce matin. Ne pas entendre cette voix familière lui semblait étrange. Alors qu'il s'assoupissait, il se réveilla en sentant une couverture posée sur lui. Il pensa que c'était Silica, mais c'était simplement Charles. Silica faisait toujours ça pour lui. Elle l'avait toujours aidé, mais il ne s'en était jamais rendu compte. Cécile lui conseilla alors de lui dire tout cela directement. Nelt alla la retrouver dehors.
Elle s'excusa immédiatement auprès de lui, mais il lui répondit que c'était lui qui avait tort. Il se sentait affreusement mal d'avoir dit ces choses blessantes auparavant et admit qu'il n'avait jamais réalisé à quel point elle l'avait aidé. Il s'excusa d'avoir été aussi insensible et promit de faire de son mieux pour ne plus se laisser emporter par la colère. Puis, il lui demanda « Est-ce que tu resteras à mes côtés pour toujours ?» Elle accepta avec joie. Berthia et Cécile observaient la scène de loin. Elle pensa qu'il était temps d'organiser une fête pour les féliciter, mais Cécile se demanda si elle n'allait pas encore en faire trop. Tous deux remarquèrent ensuite que Sean et Joanna semblaient désormais bien s'entendre. Berthia ne comprenait pas. Elle pensait que l'opération « Offrir des douceurs faites maison » avait été un échec. Apparemment, Cécile avait parlé un peu avec Sean la veille. La confiance de Joanna avait toujours donné à Sean un sentiment d'infériorité. Cependant, en la réconfortant après son échec en pâtisserie, il avait pu la voir comme une fille normale. Il avait même senti naître en lui un désir de la protéger. Cécile attribua tout le mérite à Berthia. Le rôle de Cupidon de l'amour qu'elle jouait était un peu chaotique, mais au final, on pouvait appeler cela une réussite. Cependant, Cécile n'était pas encore consciente de la terrible rancune qui commençait à grandir dans le... Un soir, deux jeunes filles feuilletaient le dernier magazine présentant des lieux tendances et des douceurs élégantes. Rien qu'en le lisant, elles s'amusaient énormément. Elles avaient entendu dire que ce magazine avait été conçu et produit par Lady Berthia, et elles étaient profondément impressionnées. Jusqu'à ce qu'Eronia intervienne soudainement. Avec un air faussement surpris, elle déclara avoir entendu dire que Berthia n'avait en réalité rien fait elle-même. Puis, prenant une expression solennelle et presque en larmes, elle confia que Berthia la maltraitait souvent. Selon elle, c'était parce que Berthia était jalouse de sa beauté et de sa popularité. C'est à partir de ce moment-là qu'Eronia, la fille du baron, commença à se comporter de manière de plus en plus odieuse envers Berthia. Elle lança de fausses accusations et répandit des rumeurs malveillantes. Cécile s'attendait à ce que la prétendue méchante et l'héroïne soient en conflit, mais cela allait bien au-delà de ce qu'il imaginait. C'est alors que Corgan interrompit ses pensées pour lui exposer le plan du conseil des élèves du collège. Ce printemps, Cécile allait entrer au lycée. Actuellement, le conseil du collège était dirigé par Corgan. Un peu gêné, ce dernier osa formuler une demande. Il sollicita poliment la permission d'autoriser Berthia à l'appeler « cher grand frère Cor ». Cécile refusa immédiatement, sentant que cette idée ne lui plairait absolument pas. Cependant, il demanda si c'était Berthia qui avait suggéré cela. Corgan confirma sans hésiter. Ces derniers temps, elle lui demandait presque tous les jours « S'il vous plaît, laissez-moi vous appeler mon cher grand frère Cor ». Corgan refusait systématiquement, mais face à la tristesse évidente de Berthia, cela lui faisait de la peine. Cécile se demanda pourquoi, alors même qu'il parlait de Berthia, la conversation n'avait rien d'amusant. Il commençait à comprendre qu'on ne pouvait pas être égoïste en amour. Les autres membres du conseil arrivèrent à leur tour, et Cécile remarqua la boucle d'oreille inhabituelle que portait Charles. Celui-ci lui expliqua qu'il n'était pas le seul. Vald et Nelt en avaient également. Leurs boucles d'oreilles brillaient toutes, et Charles s'étonna que Cécile n'en ait pas reçu une. Cela ne lui plut pas du tout. Une aura presque inquiétante émanait de lui. Charles lui demanda s'il était réellement en colère, ce qui poussa Cécile à réfléchir. Il réalisa qu'il était rarement affecté par ses émotions, au point de ne pas les reconnaître immédiatement. Ce qu'il ressentait, c'était du mécontentement et du déplaisir. Plus tard, tandis que Berthia savourait les friandises qu'il lui avait apportées, Cécile évoqua le dilemme de Corgan. Elle expliqua que, contrairement au jeu, elle n'était pas sa petite sœur, mais seulement une parente éloignée. C'est pourquoi elle cherchait à obtenir officiellement une place de sœur à ses côtés, afin de pouvoir empêcher ses interactions avec l'héroïne. Cécile prit note de cela, réalisant qu'elle cherchait en réalité à le pousser constamment vers l'héroïne. Berthia ajouta ensuite que, dans sa vie précédente, elle n'avait jamais eu de frère ni de sœur, et qu'elle avait toujours rêvé d'en avoir. Cécile lui répondit que si elle désirait vraiment un grand frère, elle pouvait simplement l'appeler « cher grand frère Cécile ». Le visage de Berthia s'illumina aussitôt, mais elle se ressaisit rapidement et secoua la tête. Elle lui expliqua que Cécile restait Cécile, qu'il était son fiancé et non son grand frère. Ses yeux s'ouvrirent légèrement sous la surprise. Il lui proposa alors de l'appeler « Syl » à la place.
Puisqu'il ne lui permettrait pas d'appeler Corgan « grand frère », cela devrait suffire. Bertia se mit à trembler et à bégayer, tandis que Cécile continuait de lui sourire, attendant sa réponse. Finalement, elle laissa échapper un timide « Lord Seal ». Satisfait, il lui caressa la tête en lui disant « Bien ». Peu après, il évoqua un autre sujet. Il lui rappela qu'il y avait quelque chose qu'elle ne lui avait pas encore donné, et qu'en apprenant qu'il était le seul à n'avoir rien reçu, cela l'avait rendu plutôt triste. Bertia tenta de se justifier. Ce n'était pas intentionnel. Elle pensait simplement qu'il n'en avait pas besoin, et elle s'était peut-être montrée un peu trop confiante dans son jugement. Mais Cécile lui répondit qu'il en avait besoin. Sans attendre, il retira le collier qu'elle portait. Les boucles d'oreilles qu'elle avait créées étaient conçues pour s'harmoniser avec les couleurs des cheveux et des yeux de chacun, reliées entre elles par un fil rouge du destin. Il trouva cette idée incroyablement adorable. Il avait également appris qu'elle avait imprégné chaque paire d'un pouvoir de défense contre les ténèbres, destiné à bloquer la magie de charme d'Eronia. Elle en avait même distribué à tout son cercle d'admirateurs. Bertia admit que c'était vrai, mais elle précisa qu'il n'y avait aucune raison de le protéger, lui, contre ce genre de magie, ce qui expliquait pourquoi elle ne lui en avait pas donné. Elle ne voulait surtout pas qu'il devienne une simple marionnette. Cécile lui répondit alors que cela ne le dérangeait pas d'accepter cet objet. Au contraire, cela lui permettrait de poursuivre la femme qu'il aime de sa propre volonté. Il expliqua qu'il avait simplement demandé à Zéno d'utiliser sa magie pour s'assurer que la boucle d'oreille ne puisse jamais tomber. Toujours prévoyant, surtout lorsqu'il s'agit de la garder à ses côtés pour toujours. Bertia, elle, commença à paniquer. Si elle ne pouvait jamais retirer ses boucles d'oreilles, elle ne pourrait jamais échapper aux accusations d'être un couple totalement épris l'un de l'autre. Cécile trouvait l'idée d'être un couple lié par le destin plutôt amusante. De son côté, Bertia continuait de s'agiter, expliquant que l'héroïne finirait par emprunter une autre route. Mais il l'ignora complètement et l'appela simplement « Tia ». Elle n'en revenait pas. Qu'il choisisse précisément ce moment pour lui donner un surnom aussi intime. L'impact fut dévastateur pour elle. Alors qu'il se dirigeait vers sa classe, elle tenta désespérément de lui dire qu'il devait retirer la boucle d'oreille. Mais encore une fois, il l'ignora. Comme il s'y attendait. L'entendre parler ainsi était bien plus amusant que d'écouter qui que ce soit d'autre. Sur le chemin, il fut arrêté dans le couloir par un messager qui lui remit une lettre de Sa Majesté. Un message inattendu. Il y était ordonné à Cécile de partir étudier à l'étranger, dans un pays voisin, pour une durée de 4 mois. Peu après, il se retrouva en visite guidée avec le duc de ce royaume voisin, qui lui expliqua que l'alcool était l'une des spécialités nationales. L'homme mentionna également que, depuis la hausse des prix de l'alcool, des voix de mécontentement commençaient à s'élever dans le royaume de Cécile. Les intentions de cet homme étaient évidentes. Cécile comprit immédiatement que, une fois que ce royaume aurait conquis les consommateurs avec ses prix bas, il augmenterait ensuite les tarifs. Et ceux qui s'étaient habitués au goût continuèrent d'acheter, même à un prix plus élevé. Le duc fut pris de court par cette analyse. Cécile répondit calmement que cela correspondait simplement aux intérêts de cet homme. Cependant, il ajouta que son propre royaume investissait également énormément dans la production d'alcool. Il exprima même son souhait de présenter leurs produits au duc lors d'une future visite. Le duc, visiblement nerveux, poursuivit la visite. Cécile, lui, avait parfaitement compris. Avec ces transactions douteuses en cours, il avait été envoyé ici pour garder la situation sous contrôle. Il avançait aussi les négociations de manière à avantager son propre royaume. Mais malgré tout, cela commençait à l'ennuyer profondément. Ce qu'il attendait désormais avec le plus d'impatience, c'étaient les lettres de Bertia, ainsi que les rapports que ses messagers lui envoyaient à son sujet. Dans sa dernière lettre, Bertia mentionnait qu'Eronia était à nouveau très populaire auprès de tout le monde. Puis Cécile lut le rapport du messager. En son absence, la situation de Bertia s'était aggravée. Eronia tentait de lui imputer diverses fautes et comportements répréhensibles. Parmi les incidents signalés, un manuel scolaire déchiré, des insectes morts placés dans du thé en vrac, des cailloux glissés dans des chaussures et bien d'autres actes malveillants. Le harcèlement était Les fervents partisans d'Eronia et les protecteurs de Lady Bertia étaient désormais en conflit. Cécile était convaincue que Tia avait déjà compris qu'elle était victime de harcèlement. Il aurait voulu qu'elle soit plus franche et qu'elle vienne lui demander conseil.
Ce qui le dérangeait profondément, c'était qu'Eronia cherchait à faire passer Bertia pour la méchante, alors qu'elle n'avait jamais commis le moindre acte de harcèlement direct. Il voulait agir. Une semaine plus tard, Bertia accueillit Cécile à son retour. Il lui demanda si quelque chose d'inhabituel s'était produit, mais fut déçu lorsqu'elle répondit que rien n'avait changé. Il lui parla alors des rapports qu'il avait reçus, mais elle le rassura en disant que, puisqu'elle jouait le rôle de la méchante, cela signifiait que les choses avançaient dans la bonne direction. Elle ajouta qu'Eronia n'avait rien fait de mal. Cécile proposa de s'occuper lui-même de la situation, mais Bertia refusa. Elle expliqua qu'elle devait donner l'exemple du mal, et que lorsqu'elle retournerait la situation contre Eronia, elle voulait qu'il soit là pour la réconforter, afin qu'ils puissent se rapprocher. Cécile ne comprenait pas pourquoi elle protégeait quelqu'un qui cherchait à lui nuire. Il se demanda pourquoi elle refusait de s'appuyer sur lui. D'un ton froid, il répondit « Tu me demandes de devenir plus amicale avec quelqu'un qui fait du mal à ma fiancée ?» Elle répliqua qu'elle n'était sa fiancée que pour le moment, et qu'il devrait plutôt prendre soin de sa future véritable fiancée. Il l'interrompit immédiatement, lui ordonnant d'arrêter. Il le répéterait autant de fois que nécessaire. Elle était sa fiancée, et pour lui, elle était la personne qu'il devait protéger. Malgré son air nerveux et la sueur qui perlait, elle affirma qu'elle était une femme forte et qu'elle n'avait pas besoin de son aide. Alors, il conclut « Fais comme tu veux ». Il se leva ensuite, prétextant qu'il avait perdu l'appétit, puis se retira. En lui-même, il trouvait cela étrange. Pourquoi était-il aussi troublé? Un mois passa depuis son retour. Le harcèlement envers Bertia continua sans aucun changement, mais cette fois, Cécile avait décidé de ne pas intervenir du tout. Un jour, il surprit des élèves en train de réprimander Eronia pour ne pas avoir remis son formulaire de frais scolaires. Cela causait des problèmes à Bertia et aux autres chargés de l'organisation. Eronia feignit l'ignorance, prétendant qu'elle n'avait jamais reçu le formulaire. Mais une élève dénonça immédiatement son mensonge. On lui avait rappelé à plusieurs reprises de le rendre avant la fin de la semaine précédente. Saisissant cette occasion, Eronia déclara que Bertia la harcelait encore une fois. Mais celle qui la confrontait trouva cela absolument répugnant. Eronia se mit alors à pleurer, versant ses agaçantes larmes de crocodile. Et, comme toujours, ses admirateurs manipulés se précipitèrent pour la consoler. Céso comprit immédiatement, en voyant les regards des garçons, qu'ils étaient sous l'influence d'une magie de charme. Bertia arriva alors et demanda ce qui se passait. Sans hésiter, Eronia l'accusa encore une fois de manigancer dans l'ombre. Mais Silica et Cynthia voyaient clair dans son jeu. Pour elle, c'était Eronia elle-même qui créait toutes ces situations absurdes. Bertia leva la voix pour imposer le silence. Elle se racla la gorge, puis déclara qu'elle ne fuirait jamais ni ne se cacherait. Eronia était sa proie, et elle comptait l'affronter elle-même. Bertia en était presque fière. Elle trouvait cela parfaitement digne d'une véritable méchante. Eronia s'apprêtait à continuer son discours sur la cruauté de Bertia. Mais contre toute attente, les autres filles étaient fascinées par Bertia. Peu importe la manière injuste dont elle était traitée, elle faisait toujours face avec dignité. Eronia resta figée en entendant les autres la qualifier de vertueuse. Le choc fut tel qu'elle en perdit presque toute contenance. Les filles applaudirent Bertia, la remerciant même de protéger Eronia en évitant qu'elle ne se fasse attaquer en groupe. Elles promirent de devenir, elles aussi, des femmes fortes et bienveillantes comme elle. Eronia, humiliée, renifla de mépris avant de partir précipitamment. Ayant observé toute la scène, Cécile décida d'aller voir Eronia. Il la trouva en train de poignarder violemment la chaise de Bertia avec un couteau. Zéno suggéra d'intervenir immédiatement, mais Cécile refusa. Bertia lui avait clairement dit qu'elle ne voulait pas de son aide. Eronia s'enfuit ensuite à l'extérieur. Cécile lui lança alors que si elle allait trop loin, elle finirait par en payer le prix. Ce n'était pas censé être une menace, c'était simplement sorti tout seul. Il réalisa à quel point rester passif et laisser les choses aux autres était épuisant. Zéno, de son côté, souhaitait simplement que Cécile soit honnête avec lui-même. Soudain, Sean fit irruption dans le bureau de Cécile, le pressant d'agir. Les attaques répétées d'Eronia contre Bertia le faisaient souffrir, lui et Johanna. Cécile expliqua que Bertia voulait gérer la situation seule. Mais Sean ne comprenait pas. Pour lui, Bertia était quelqu'un de spécial aux yeux de Cécile.
Cécile admit qu'il détestait voir sa fiancée souffrir. Mais que pouvait-il faire d'autre? Sean finit par comprendre. Le fait que Bercia refuse de s'appuyer sur lui le rendait seul. Cécile en fut surpris. Mais c'était vrai. Il ressentait effectivement une certaine solitude. À cet instant, Charles entra en trombe dans la pièce. Essoufflé, en sueur, il annonça d'une voix pressée. « Bercia est tombé dans les escaliers. » Cécile se tenait froidement devant la porte, avant d'annoncer à Tia qu'il allait entrer. Bercia le remercia d'avoir pris la peine de venir lui rendre visite. Il lui demanda ce qui s'était passé. Elle répondit qu'elle avait commis une petite maladresse. Certaines choses devaient être transportées hors de la salle du conseil des élèves, mais comme Lord Fanil était présent, cela ne posait aucun problème. Cécile se rappela alors que Fanil Rhodes était le fils d'un comte ainsi qu'un membre de la société d'adoration de Lady Bercia. Il décida intérieurement de faire enquêter soigneusement sur lui plus tard. Une fois leur tâche terminée, Bercia était en train de retourner vers la salle du conseil des élèves lorsqu'une étudiante arriva derrière elle et la bouscula dans les escaliers. Bercia serra sa couverture contre elle, mais changea rapidement d'attitude pour dire à Cécile qu'elle allait très bien, car Kuro avait immédiatement lancé une magie protectrice sur elle. Bercia n'avait pas vu le visage de la coupable puisqu'elle regardait vers le bas, mais elle réussit à murmurer que la responsable avait des cheveux blonds rosés et une silhouette ressemblant fortement à celle de Lady Eronia. Elle continua de parler tandis que son corps tremblait sans arrêt. Cécile la saisit alors, affirmant qu'il ne pouvait plus laisser cette affaire passer. Il ignorait ce qu'était exactement ce sentiment, mais lorsqu'elle avait été blessée, c'était la première fois qu'il ressentait la douleur de voir quelque chose qu'il chérissait être atteint. Puisqu'elle lui avait dit qu'elle ferait ce qu'elle voulait, il décida qu'il agirait lui aussi selon sa propre volonté. Il rassembla alors tout le monde dans la salle du conseil des élèves afin de préparer sa vengeance personnelle. Il était particulièrement motivé. Même Corguin semblait enflammé. Johanna était prête à écraser les misérables qui avaient osé blesser Bercia. Sean leur dit qu'ils devraient s'occuper d'Eronia immédiatement, mais à leur grande surprise, Cécile déclara que ce n'était pas elle. Les actions d'Eronia visaient constamment à détériorer la réputation sociale de Tia, ce qui avait poussé d'autres personnes à la harceler directement. La véritable responsable ayant poussé Bercia était Eileen Silsberts, la fille d'un vicomte. Une fois cela clarifié, ils commencèrent à préparer leur plan. Une semaine plus tard, Eronia frappa violemment la table de Bercia, exigeant de savoir pourquoi une rumeur circulait disant qu'elle l'avait poussée. Eronia continua de la harceler, mais cela ne faisait pas partie du plan de Cécile. Il ne s'agissait que d'une simple coïncidence. Pendant ce temps, ses complices avaient déjà attiré mademoiselle Eileen dans la cour. Quant à ce qui s'était réellement passé, Cécile avait découvert toute la vérité après avoir enquêté sur Fanil. Fanil était l'objet de l'amour à sens unique d'Hélène. Ce jour-là, Hélène suivait Tia afin de la harceler lorsqu'elle aperçut le visage heureux de celui qu'elle aimait. Submergée par la jalousie et la colère, elle finit par pousser Tia. Quelle audace d'oser faire cela à la fiancée de Cécile. Cécile passa alors à l'action et demanda calmement à Eronia de cesser ses accusations sans fondement envers Bercia. Eronia afficha un sourire satisfait et joua immédiatement son numéro habituel de jeune demoiselle innocente, prétendant que Lady Bercia essayait de lui tendre un piège, pendant que Pichon lançait discrètement sa magie. Cécile pensa qu'il valait mieux ne pas trop s'approcher, jusqu'à ce qu'il remarque que les défenses de Kudo avaient complètement annulé l'effet du sort. Répondant à ces paroles, il déclara à Eronia que cela était impossible. Personne n'avait mentionné le nom de la coupable, donc Bercia n'avait aucune raison de penser qu'Eronia était impliquée dans cette affaire. Puis, Cécile s'adressa à toutes les personnes présentes. Il savait que tout le monde était curieux de connaître la vérité derrière ces rumeurs. Et il déclara qu'il allait tout éclaircir immédiatement. Il expliqua clairement que ce n'était pas Eronia qui avait poussé Bercia. Eronia se mit aussitôt à rougir et à fondre d'admiration devant lui. Même si Bercia avait décrit une personne possédant des caractéristiques similaires à celles d'Eronia, elle n'avait jamais affirmé qu'il s'agissait d'elle. Cécile repensa alors au fait que si Tia avait directement accusé Eronia, elle serait devenue la véritable méchante qu'elle rêvait tant d'être. Mais elle ne l'avait pas fait. Pendant ce temps, Hélène paniquait en voyant Cécile s'approcher d'elle. Elle déclara à Fanil qu'elle se sentait mal et tenta de partir, mais celui-ci l'arrêta. Rien ne pouvait commencer sans sa présence, et Cécile le remercia pour cela. La seule chose que Cécile voulait demander à Hélène
était si elle trouvait amusant de commettre un crime tout en accusant quelqu'un d'autre à sa place. Horrifiée, Hélène tenta immédiatement de rejeter toute la faute sur Eronia, faisant tout son possible pour sauver les apparences. Johanna intervint alors pour expliquer qu'il la surveillait depuis une semaine. Ils avaient remarqué qu'Hélène entrait parfois dans un vestiaire ou des toilettes avant qu'Eronia n'en ressorte alors qu'il n'y avait plus personne à l'intérieur. Ils avaient également vu cette personne, qui échangeait sa place avec elle, manipuler les affaires de Bertia. Hélène continua pourtant de nier les accusations, affirmant qu'ils avaient simplement mal vu ou mal interprété la situation. À cela, Cécile déclara qu'il était temps de présenter des preuves matérielles. Nelt devint nerveux sous le regard de toute la foule, mais Silica l'encouragea en lui disant de parler aux autres exactement comme lorsqu'il lui enseignait des choses. Il présenta alors 2 différentes extractions réalisées à partir de mousse et d'herbes médicinales. La solution bleue était incolore, transparente et sans odeur. Mais lorsqu'elle était mélangée à la solution verte, elle devenait d'un bleu profond. Silica dut l'interrompre avant qu'il ne commence à expliquer des détails trop techniques et inutiles. Elle expliqua simplement qu'ils avaient pulvérisé la solution incolore dans la chambre de Bertia, puis l'avaient rapidement nettoyée après que la coupable eut marché dessus. Johanna et Anne se placèrent derrière Hélène. Elles demandèrent à examiner les chaussures d'Hélène ainsi que celles d'Eronia. Nelt versa la solution verte sur les chaussures d'Eronia, mais rien ne se produisit. En revanche, lorsqu'il la versa sur celle d'Hélène, la réaction se produisit immédiatement. Hélène était sur le point d'exploser complètement, affirmant que tout cela était un mensonge et que tout le conseil des élèves conspirait pour protéger Eronia. Cécile lui demanda alors quel intérêt ils auraient à faire cela. Il s'approcha d'elle avec un regard menaçant et lui demanda froidement pourquoi une telle chose aurait le moindre sens. À ce moment-là, Corgan arracha brusquement l'objet qu'Hélène tenait dans ses mains. Comme les dortoirs étaient entièrement nettoyés ce jour-là, Hélène gardait les preuves avec elle. Elle poussa un cri en lui ordonnant de le lui rendre. Cécile comprit immédiatement qu'il l'avait définitivement piégée lorsque Corgan révéla une perruque ressemblant aux cheveux d'Eronia. Hélène tenta de dire à Fanil que ce n'était pas ce qu'il croyait, mais il lui répondit simplement « Je te méprise du plus profond de mon cœur ». Elle resta là, abattue, tandis qu'il s'éloignait. Maintenant que cette affaire était réglée, Cécile comptait emmener Tia afin qu'elle puisse se reposer. Mais Eronia attrapa son bras, expliquant qu'elle était la véritable victime dans cette histoire et demandant pourquoi il ne la réconfortait pas. Il repoussa son bras avec indifférence, lui disant que cela ne le concernait pas. Eronia commençait alors à perdre complètement le contrôle. Elle accusa Bertia d'avoir attiré les autres jeunes filles rivales et d'avoir joué les médiatrices entre elles et les différentes cibles amoureuses. Elle ordonna à Bertia de se comporter comme une véritable méchante et de jouer correctement le rôle de celle qui devait être détestée. Eronia déclara qu'elle se fichait complètement des autres cibles amoureuses, mais rappela à Bertia que sans Cécile à ses côtés, il ne pourrait jamais trouver le bonheur. Elle déclara à Bertia qu'elle ne pourrait jamais la remplacer, simplement parce qu'elle était la demoiselle du destin. Cécile remarqua clairement l'expression effrayée de Bertia. En entendant les mots « demoiselle du destin », il se demanda s'il existait une raison particulière pour laquelle lui et l'héroïne étaient censés finir ensemble. Eronia continua à délirer en affirmant que ce monde existait uniquement pour lui permettre à elle seule de briller et que le prince de Bertia finirait un jour par devenir le sien. Bertia s'excusa soudainement avant de s'effondrer, poussant tout le monde à se précipiter vers elle. Assis à son chevet dans l'infirmerie, Cécile pensa qu'il aurait dû être plus attentif envers elle. La domestique lui expliqua que Bertia était anxieuse ces derniers instants et qu'elle n'arrivait plus à dormir depuis qu'elle avait été poussée dans les escaliers. Elle était bien trop précieuse pour qu'il puisse la perdre. L'une des rares choses capables de le divertir dans ce monde, il ne voulait pas la voir s'épuiser de cette manière. Bertia se réveilla alors en sentant la main de Cécile posée sur sa tête. Lorsqu'il lui dit que tout allait bien désormais, elle se sentit heureuse. Tout cela ressemblait à un doux rêve. Quand il annonça qu'il allait laisser les autres entrer, elle se ressaisit rapidement et leur permit d'entrer. Tous apparurent derrière le rideau, inquiets pour elle, ce qui la rendit confuse. Cécile lui expliqua que tout le monde était de son côté. Il ne voulait pas qu'elle porte seule tous ses soucis. Elle essuya rapidement ses larmes et déclara qu'elle allait faire de son mieux. Tout d'abord,
pour comprendre pourquoi ils essayaient tous autant de lui remonter le moral. Cécile pensa alors que c'était exactement ce genre d'atmosphère qui devait entourer Tia. C'était précisément pour cette raison qu'il ne pouvait s'empêcher de continuer à l'observer. 2 mois plus tard, Bercia et le prince Sean annoncèrent l'ouverture du festival culturel de la division collège de l'Académie Hallam. Cécile était évidemment présent afin de regarder Bercia profiter du festival. Johanna l'accompagnait et lui faisait son rapport concernant Yaline. L'incident des escaliers était désormais traité comme une tentative de meurtre, et Yaline avait été enfermée dans une cellule pendant que ses autres crimes faisaient l'objet d'une enquête. Johanna admit qu'après avoir rencontré Bercia pour la première fois, elle s'était sentie mal à l'aise. Elle craignait que Cécile ne perde tout intérêt pour elle, mais après leur interaction lors du goûter, elle s'était sentie beaucoup plus rassurée. Elle trouvait même le Cécile actuel bien plus charmant que celui qu'il était autrefois. Cécile remarqua alors le stand de vote. Johanna expliqua que pour clôturer le festival le lendemain, les élèves allaient élire le meilleur couple. Cependant, ce concours était réservé uniquement aux collégiens. Cécile attendait Bercia sous le kiosque. Il lui dit qu'elle avait été tellement occupée ces derniers temps qu'il s'était senti assez seul. Puis il embrassa délicatement sa main, ce qui la fit rougir instantanément, tandis que tout le monde s'extasiait devant sa douceur. Cependant, la jeune fille ne semblait pas particulièrement heureuse. Il détourna son embarras en lui offrant quelques pâtisseries qu'il avait achetées, et elle commença aussitôt à les grignoter avec enthousiasme. Il essuya ensuite la crème au coin de ses lèvres avec son doigt, tout en lui disant qu'il attendait le lendemain avec impatience. Pendant la cérémonie de clôture, Bercia annonça les résultats du concours du meilleur couple. La 3e place fut remportée par 2 couples, Vald et Cynthia, ainsi que Nelt et Celica. La 2e place revint à Johanna et au prince Sean. Et finalement, les grands gagnants du Grand Prix furent Cécile et Bercia. Pourtant, même si elle avait lu les résultats haut et fort devant tout le monde, elle semblait incapable de croire qu'ils avaient réellement gagné. Complètement déboussolée, Bercia laissa Celica prendre la feuille afin de continuer la lecture. Lorsque le prince Cécile essuya la crème sur les lèvres de Lady Bercia avec son doigt, l'atmosphère douce entre eux était un véritable délice à contempler. Ce n'était là qu'un des nombreux commentaires écrits par les élèves. Cécile lui dit alors que puisqu'elle avait eu la gentillesse de le présenter publiquement, il se devait naturellement de faire une apparition digne de ce nom. Bercia était bien trop étourdie pour suivre toutes ces paroles séduisantes. Puis, Cécile déclara que puisqu'ils avaient été élus meilleur couple, ils devaient désormais construire une relation merveilleuse. Il la souleva alors dans ses bras avant de déposer un baiser sur sa joue. Tous les spectateurs applaudirent avec enthousiasme cette démonstration d'affection pleine de charme. De son côté, Cécile trouvait l'expression écarlate de Bercia à la fois adorable et amusante. Plus tard, les deux s'assirent tranquillement ensemble pour admirer les feux d'artifice. Bercia pensait qu'il était vraiment cruel, car l'année suivante, lors de la fête de remise des diplômes, lui et l'héroïne connaîtraient leur fin heureuse. Elle voulait simplement créer de beaux souvenirs avec lui avant ce moment. Mais désormais, cet événement douloureux lui rappellerait seulement Cécile. Cécile s'excusa alors doucement. Il était simplement trop heureux qu'ils aient été choisis comme meilleur couple. Il lui demanda si elle ressentait les choses différemment. Mais non, Bercia était heureuse elle aussi. Dans son esprit, Cécile repensa à toutes les démonstrations d'affection qu'il avait faites devant les autres. Il espérait qu'en montrant publiquement leur proximité, cela ferait disparaître l'inquiétude que Bercia semblait porter en elle ces derniers temps. Et silencieusement, il se promit de ne jamais laisser leurs souvenirs devenir quelque chose. Cécile était désormais en 3e année, tandis que Tia venait d'entrer au lycée. Cependant, elle avait commencé à l'éviter constamment, allant jusqu'à s'enfuir dès qu'elle le voyait. Comme elle n'avait pas les capacités nécessaires pour l'éviter discrètement, courir était la seule chose qu'elle pouvait faire. Cécile supposait que cela avait un rapport avec ce qu'Eronia leur avait dit auparavant. Il était persuadé que Tia lui expliquerait la raison s'il lui demandait directement. C'est pourquoi il s'était volontairement abstenu d'aborder le sujet jusque-là. Mais maintenant, il n'avait plus d'autre choix que de l'attraper. Lorsque la cloche du déjeuner sonna, Cécile appela Tia dans la cour de l'école. À peine entendit-elle son nom qu'elle prit immédiatement la fuite. En la regardant courir, il sourit doucement avant de demander « Pourquoi fuis-tu donc devant moi ?» La scène se répéta plusieurs fois.
Le véritable objectif de Cécile était de la pousser dans ses retranchements jusqu'à pouvoir la coincer contre un mur. Tia lui demanda alors s'il existait une option où il accepterait simplement de la laisser partir. Mais Cécile répondit qu'il était dans la nature des mâles de poursuivre les proies qui s'enfuient. Elle protesta immédiatement en disant qu'elle n'était pas sa proie. Cécile lui répondit alors qu'elle avait l'air délicieuse. Tia, embarrassée, lui demanda malgré tout de ne pas la manger, même si elle avait pris un peu de poids. En entendant le mot « viande », Cécile ne put s'empêcher de baisser les yeux. Zéno fut immédiatement horrifié par son comportement, mais Cécile se défendit aussitôt en assurant qu'il ne regardait pas à cet endroit-là. Puis il poursuivit calmement. Quand des carnivores poursuivent leur proie dans la nature, parfois leur but est simplement de jouer. Selon lui, le fait qu'elle se plaigne maintenant d'être traitée comme un jouet arrivait un peu tard. Puis il lui lança avec un sourire charmeur. « Tu es aussi adorable qu'une poupée, alors je ne peux pas m'empêcher d'avoir envie de jouer avec toi. » À sa réaction, Cécile comprit immédiatement qu'elle éprouvait malgré tout une certaine affection envers lui. Il pensa un instant à lui demander directement pourquoi elle agissait ainsi, mais il savait que cela ne ferait qu'aggraver la situation. Tia finit alors par lui avouer qu'elle devait désormais garder ses distances avec lui. Il reste environ une année avant que le destin ne s'abatte sur elle. Le moment des adieux devait donc arriver. Selon elle, les forces de correction avaient déjà commencé à agir. Cécile lui demanda alors si elle parlait de pouvoir cherchant à ramener tous les événements vers le scénario original. Bertia confirma finalement la vérité, disant que puisqu'il s'agissait de lui, elle pouvait tout lui révéler. La vérité était simplement qu'elle avait grossi. Cécile ne comprit pas immédiatement. Alors elle insista fortement sur le fait qu'elle avait pris du poids progressivement depuis la fin du festival culturel. Pour elle, c'était forcément l'effet des forces de correction, car dans l'œuvre originale, Bertia était censée être potelée. Une caractéristique qu'elle croyait avoir changée commençait lentement à revenir. Elle était tellement sérieuse en disant cela que Cécile sentit qu'il ne devait surtout pas rire. Il lui expliqua alors que la cause de sa prise de poids se trouvait probablement dans la poche de sa robe. Cécile avait entendu dire qu'après le festival culturel, Bertia recevait énormément de friandises en cadeau. Elle réalisa même que certaines venaient de personnes avec qui elle n'était pourtant pas particulièrement proche. Pour elle, c'était forcément un mauvais présage. Mais Cécile ne partageait absolument pas cet avis. Depuis le festival culturel, tout le monde savait désormais qu'elle était une personne merveilleuse. C'est précisément pour cette raison que de plus en plus de gens essayaient de se rapprocher d'elle en lui offrant des sucreries. Ce n'était donc pas l'œuvre des forces de correction. Elle avait simplement besoin de réduire la quantité qu'elle mangeait. Cécile lui suggéra alors de partager les friandises avec les servantes, lui rappelant au passage son objectif de devenir une véritable grande méchante. Et pour devenir la meilleure des vilainesses, elle devait absolument rester à ses côtés. Bertia ne comprenait pas pourquoi. Après tout, Cécile était censée entrer bientôt dans sa période romantique avec l'héroïne. Elle, au contraire, devait essayer d'empêcher cela et poursuivre son chemin vers le rôle de méchante. Mais Cécile lui répondit que c'était justement la raison. Pour devenir une vilainesse parfaite, elle devait devenir suffisamment désespérée pour vouloir le garder uniquement pour elle. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle deviendrait enfin quelqu'un capable de véritablement se dresser sur la route de l'héroïne. Les larmes commencèrent alors à monter dans les yeux de Bertia. Elle savait que si elle se rapprochait davantage de lui, il finirait forcément par la traiter froidement lorsque le moment de leur séparation arriverait. Cécile lui promit alors qu'il trouverait un moyen de la réduire au silence sans jamais devenir froid avec elle. Ces paroles réussirent à lui redonner un peu de courage. De son côté, elle promit de faire de son mieux pour ne pas continuer à fuir ses sentiments encore quelque temps. Ce qu'elle ignorait totalement, c'est que Cécile n'avait absolument aucune intention de la laisser partir. Elle était la seule personne capable d'apporter autant de couleurs à sa vie. Plus tard, dans la salle du conseil des élèves, Cécile mentionna à Corgan qu'Héronia venait très souvent lui rendre visite récemment. Corgan la trouvait particulièrement agaçante. Dernièrement, Héronia posait énormément de questions sur Lady Bertia ainsi que sur la famille Noche. Cécile supposa immédiatement qu'Héronia essayait probablement de trouver des informations compromettantes sur les méfaits de la famille Noche. Corgan fut surprise qu'il ait déjà compris cela. En réalité, Héronia avait déjà essayé de lui poser ces questions à plusieurs reprises.
C'était exactement ce que Cécile imaginait. La chute de la maison Noche et l'événement où Bertia devait être réduite au silence étaient étroitement liés. Charles, lui aussi, voulait participer à ce complot si quelque chose se préparait réellement, car Héronia lui avait causé plusieurs problèmes. Elle avait notamment raconté à Anne que Charles flirtait avec d'autres femmes. Pourtant, cela était totalement faux. Il lui était sincèrement et entièrement dévoué. Quand Héronia s'était mise à dire du mal de Silica, cela avait profondément irrité Knelt. Val, lui non plus, ne l'appréciait pas du tout. À plusieurs reprises, elle s'était mêlée de ses rendez-vous avec Cynthia. Sean partageait également ce sentiment. Héronia, ils voulaient tous s'unir pour l'écraser. Cécile dit à Corgan que, la prochaine fois que Héronia viendrait le voir, il ne devait ni confirmer ni nier ses soupçons concernant la famille Notch. Puisque l'événement des discours interrompus aurait lieu lors de la cérémonie de remise des diplômes, il savait que c'était à ce moment-là que Héronia passerait probablement à l'action. Un soir, Cécile se rendit au palais afin de découvrir pourquoi Bertia essayait sans cesse de le rapprocher de l'héroïne. Il en conclut que tout cela était lié au fait qu'il appartenait à la famille royale. Son père, le roi, fut quelque peu surpris. Il était rare que Cécile lui demande de lui consacrer du temps. Cécile alla droit au but. Il voulait entendre parler de la jeune fille du destin, affirmant qu'il était tombé sur cette expression en faisant des recherches sur un sujet personnel. Cela ne rappela rien à son père. Il existait bien des légendes sur des saintes et des guerrières liées à la famille royale, mais rien de précis à ce sujet. Cécile supposa alors qu'il s'agissait d'une prophétie absurde. Il n'avait pas besoin d'une jeune fille du destin tant qu'il avait Bertia. Les yeux du roi s'écarquillèrent en entendant cela. Il demanda à Cécile si sa vie était désormais amusante, apprenant que tout cela était grâce à Bertia. Le roi se réjouissait de l'avoir choisie. Cécile n'arrivait pourtant pas à se débarrasser du sentiment de malaise que cela lui procurait. Avant qu'il ne parte, son père l'arrêta pour lui dire que, même s'il était incroyablement brillant, il était certain qu'il avait lui aussi ses propres inquiétudes, et que s'il avait un jour des problèmes, il pouvait venir lui parler à tout moment. Cela surprit Cécile. Les paroles de son père lui apportèrent un profond soulagement. Il ne s'en était pas rendu compte, mais il ressentait une anxiété qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il ne restait plus que 3 mois avant la remise des diplômes de Cécile. Il demanda à Bertia quelle couleur elle souhaitait pour sa robe de cérémonie. Il voulait lui offrir une robe en cadeau, puisque les patrouilles assistaient généralement ensemble aux cérémonies de remise des diplômes. Elle tenta de dire qu'il devrait plutôt en offrir une à Héronia, ce qui l'irrita. Dernièrement, son humeur était instable et chacune des actions de Bertia le bouleversait sans même qu'il s'en rende compte. Il prit sa main et lui dit qu'il devrait sortir. Il lui demanda une nouvelle fois la couleur de la robe, car il voulait la concevoir de manière à l'accorder à sa propre tenue. Elle commença par proposer un jaune doux, puis changea rapidement pour du bleu, avant d'évoquer quelque chose de plus approprié pour une méchante, comme du rouge ou d'une... Cécile serra le poing et demanda si elle s'était déjà lassée du jaune. Il pouvait bien voir qu'il agissait stupidement. Elle lui répondit qu'elle adorait le jaune, ainsi qu'un bleu doux semblable à un ciel nocturne clair. Mais c'était justement pour cette raison qu'elle ne voulait pas les porter. Ces couleurs renfermaient tant de souvenirs, et elle ne voulait pas les recouvrir de tristesse. Puisque c'était le cas, il lui demanda d'arrêter cet incident des discours interrompus, mais elle ne le pouvait pas. Elle voulait qu'il soit heureux, lui ainsi que tout le monde. Il demanda pourquoi cela était nécessaire, car ensemble, tous les deux pourraient peut-être trouver une meilleure solution. Mais elle aimait tout le monde tellement fort. C'est pourquoi les seuls qui devaient souffrir étaient elle et son père, puisqu'ils avaient commis des crimes. Mais ils n'avaient pourtant rien fait. Bertia lui présenta alors un journal contenant toutes les prétendues actions malveillantes qu'elle avait commises ces dernières années, afin qu'il puisse s'en servir comme preuve au cas où. Cécile l'ouvrit et lut. 4 mai, ciel dégagé. Aujourd'hui, pendant notre leçon de thé, j'ai harcelé Lady Héronia. J'ai dit tellement de choses méchantes. Lady Héronia est devenue toute rouge, puis elle s'est énervée et a presque pleuré. C'était si rafraîchissant. Cécile avait déjà entendu parler de cet incident par Silica, qui assistait au même cours. Elle lui avait expliqué que même l'enseignante était exaspérée par les manières atroces de Héronia. Bertia s'était portée volontaire lorsque personne ne voulait faire équipe avec elle, et lui avait tout enseigné avec politesse et patience. Et pourtant, à la fin, Héronia avait déclaré
Je sais que c'est parce que vous me détestez », avant de se mettre à critiquer Bertia. Tout le monde avait alors regardé Eronia avec mépris. Peu importe combien Cécile lisait, la plupart de ses prétendues mauvaises actions ressemblaient à cela. D'ordinaire, cela l'aurait amusée, mais elle lui remettait ce journal comme une arme secrète destinée à la faire tomber elle-même. Cela le faisait trembler. Il lui demanda pourquoi elle détestait tant être à ses côtés. Il essaya de se convaincre de ne rien dire de plus sur ses sentiments, mais il n'arrivait plus à s'arrêter. Il ajouta qu'elle prétendait qu'être avec l'héroïne lui apporterait le bonheur, mais il remettait cela en question. Il ne voyait tout simplement pas comment cela pouvait être vrai. Il savait que ses paroles allaient la blesser, mais continua malgré tout. Le coup de grâce fut lorsqu'il l'accusa de simplement vouloir s'éloigner de lui. Les larmes remplirent les yeux de Bertia, tandis qu'elle cria « Ce n'est pas vrai du tout !» Il demanda alors pourquoi elle essayait de fuir. Elle lui répondit qu'elle ne fuyait pas. C'est juste qu'il était quelqu'un de tellement précieux pour elle. Il lui demanda alors ce qu'elle considérait comme son bonheur à lui, et elle répondit avec fermeté qu'il devait finir avec l'héroïne. Dans son esprit, il pensa « Je te déteste. Pour la première fois depuis ma naissance, je te trouve, toi, infiniment détestable. » Elle connaissait le destin qui l'attendait dans le futur, et il n'y avait apparemment aucun moyen de le changer. Il lui dit qu'il avait détruit ce destin pour elle. Elle tenta de protester, disant qu'il le regretterait. Le fait qu'elle refuse de lui expliquer pourquoi brisait encore une fois son désir qu'elle puisse compter sur lui. C'était frustrant. Dans son esprit, il essayait de réfléchir rationnellement, mais ces variables appelées émotions ne faisaient que le perturber. Il décida alors de mettre fin à la discussion. Elle avait commencé ce jeu le jour de leur première rencontre, lorsqu'elle s'était proclamée méchante. Quelle que soit l'issue de cette histoire, il savait qu'elle irait jusqu'au bout. Bertia le supplia de trouver le bonheur. Il répondit qu'il le ferait, alors elle ne devait pas s'enfuir. Le jour de la fête de remise des diplômes, il lui dit qu'elle était incroyablement belle dans la robe qu'il lui avait offerte. La cérémonie de l'après-midi prit fin et désormais, tout le monde attendait. D'après ses suivantes, après une longue hésitation, elle avait finalement décidé de porter cette robe pour lui. Elle commença à parler, mais il la fit taire. Ils étaient sur le point d'entrer dans la salle. Il allait monter sur scène, mais voulait qu'elle l'attende. Il ne voulait plus entendre les paroles qui avaient créé cette distance entre eux. Ce soir, il allait détruire tous les futurs qui pourraient la rendre triste. Il ne voulait pas qu'elle bouleverse davantage ses émotions, plus qu'elle ne l'avait déjà fait. En prenant sa main, elle lui demanda ce qu'elle représentait pour lui. Voyant son visage baigné de larmes, il lui répondit qu'il la trouvait adorable. Mais avant qu'il ne puisse continuer, on les appela dans la salle. Bertia arrêta Cécile afin de le remercier pour tout. À cet instant, il fut déterminé à ne pas laisser leur histoire se terminer ici et à s'assurer qu'il continuerait à... Sa fiancée, la soi-disant méchante autoproclamée Bertia, affirmait que son rôle durant la cérémonie de remise des diplômes était de voir la situation se retourner contre elle et de rester sans voix sous le choc. C'était ce qu'elle croyait savoir de sa vie précédente. Selon elle, il existait un jeu ultime se déroulant dans ce monde. Et suivre exactement le scénario du jeu en le mettant en couple avec l'héroïne était, d'après elle, ce qui lui apporterait le bonheur. Même en esquivant tous ses plans, Cécile avait essayé de la conquérir, tandis qu'elle faisait de son mieux pour garder ses distances avec lui. Tout cela avait rendu leur vie scolaire particulièrement mouvementée. Et maintenant, lors de cette fête de fin d'études, Cécile était supposée révéler publiquement toutes ses mauvaises actions passées, la réduire au silence, puis s'unir pour toujours avec l'héroïne. Le roi Alphasta prit la parole en premier afin de féliciter tous les élèves pour leur diplôme. Ce fut le traditionnel discours rempli d'espoir, suivi d'applaudissements. Puis, Cécile s'avança à son tour et prononça le genre de discours que l'on attendait naturellement du prince héritier du royaume. Il promit de travailler avec sérieux afin de pouvoir guider correctement ce pays à l'avenir. Longue vie à l'Académie Alme. Longue vie au royaume d'Alphasta. Pendant tout ce temps, Bertia le regardait avec une légère tristesse dans les yeux. Le couple royal discuta ensuite de l'impressionnante prestation de Cécile, bien que sa mère pensât qu'il aurait été préférable qu'il soit un enfant un peu plus direct et honnête dans sa manière d'agir. Le jour de sa remise de diplôme lui causait énormément d'anxiété. Le roi, lui aussi, était surpris par tous les plans et stratagèmes de Cécile, mais il restait persuadé qu'au final, tout finirait bien.
Le marquis Noche intervint également. Même si sa fille adorée donnait parfois une certaine impression, il savait qu'elle possédait en réalité une personnalité très sensible. Mais quoi qu'il en soit, ils étaient tous au courant du plan. Le roi connaissait également la fille du baron, cette jeune fille blonde aux cheveux roses en question. Eronia se plaignait d'ailleurs que personne ne l'escorte à la cérémonie. La situation était tellement mauvaise qu'elle avait dû se résoudre à manipuler des personnages secondaires pour parvenir à ses fins. Ensuite, vint la cérémonie de passation du conseil étudiant entre Cécile et Corguin. Devant toute l'assemblée, Cécile déclara officiellement qu'il nommait Corguin comme nouveau président du conseil étudiant. Et Corguin accepta humblement cette responsabilité. Les deux s'enlacèrent sous les applaudissements de la foule. Mais personne dans l'assemblée ne se doutait que tout se déroulait exactement selon les plans parfaitement préparés de Cécile. Après cela, Cécile annonça qu'il avait encore une dernière déclaration à faire devant tout le monde. À cet instant, Bercia devint livide de peur. Son visage pâlit complètement, tandis qu'elle serrait nerveusement sa robe entre ses mains. De son côté, Eronia semblait impatiente de voir la suite. Mais Cécile ne pouvait s'empêcher de se demander ce qu'elle avait bien pu mal comprendre pour avoir les yeux qui brillaient autant d'excitation. Il demanda ensuite à Bercia de s'avancer. Elle prit son courage à deux mains, mais trébucha soudainement sur sa robe. Heureusement, elle réussit à se rattraper avant de tomber complètement. Cécile retint difficilement son rire. Il était évident qu'elle était tellement concentrée sur le fait de calmer ses émotions qu'elle en avait perdu l'équilibre. Les larmes aux yeux, Bercia se prépara à accepter d'un seul coup toute la douleur qui l'attendait. C'était inhabituel pour Cécile. Lui aussi se sentait nerveux. Il comprenait instinctivement qu'il s'agissait d'un moment décisif dans sa vie. Il tenta alors de parler du grave crime qu'elle avait commis. Mais Bercia le coupa immédiatement et commença à parler par-dessus lui. Cécile souhaitait vraiment qu'elle arrête de faire ça. Elle se lança alors dans une déclaration dramatique expliquant qu'elle n'avait absolument rien fait de mal. Cependant, Cécile posa doucement un doigt sur ses lèvres et lui assura qu'elle avait bel et bien commis un crime extrêmement grave, le crime d'être née 2 ans après lui. En entendant cela, Bercia resta complètement figée de surprise. À cause de ce terrible crime, expliqua-t-il, il devait attendre 2 longues années avant qu'elle ne soit diplômée et qu'ils puissent enfin vivre ensemble sans être séparés. Les jeunes filles présentes poussèrent des cris émerveillés lorsqu'il s'agenouilla devant elles. Il déclara alors qu'il voulait qu'elle expie ce crime, en devenant sa femme. Puis il lui présenta une bague comme symbole de cette promesse. Complètement déboussolée, Bercia demanda à haute voix ce qui était en train de se passer. Cécile glissa doucement la bague à son annulaire en lui disant de ne pas être timide. Et à cet instant précis, le cerveau de Bercia sembla littéralement cesser de fonctionner. Voilà la manière qu'il avait choisie pour la laisser sans voix. Cécile annonça ensuite à toute l'assemblée que dans 2 ans, ils se marieraient et travailleraient ensemble pour rendre le royaume encore meilleur. Toute la salle éclata alors en félicitations et en applaudissements enthousiastes. Enfin, presque tout le monde. Car Eronia leva soudainement la main et déclara « Je m'y oppose ». Cécile s'était doutée que cette fille insensée finirait par faire quelque chose de ce genre. Eronia pointa alors Bercia du doigt et affirma à Cécile qu'elle le trompait. Elle l'accusa de discriminer les gens selon leur rang social et d'avoir terriblement harcelé de nombreuses personnes, y compris Eronia elle-même. Eronia affirma que la veille encore, Bercia avait tenté de la pousser dans les escaliers. Toute l'assemblée poussa des exclamations de surprise. Mais Cécile répondit immédiatement en soulignant que cela concernait justement la veille. En tant que fiancée du prince héritier, Bercia était constamment observée durant la journée et ne pouvait donc pas agir secrètement. Il expliqua ensuite qu'hier soir, Bercia était restée avec lui après le dîner. Comme elle semblait souffrante, il l'avait personnellement raccompagnée jusqu'à sa chambre dans les dortoirs et avait même demandé à la surveillante de vérifier régulièrement son état. D'après le rapport qu'il avait reçu, Bercia était simplement restée au repos tout le long. En entendant cela, Eronia affirma alors que Bercia avait sûrement demandé à quelqu'un d'autre de la pousser dans les escaliers. Mais Cécile répondit calmement que si l'auteur était réellement une autre personne, cela concernait malgré tout l'honneur de sa fiancée et qu'il mènerait donc une enquête approfondie. Il demanda alors à Eronia qui était le coupable. Mais celle-ci répondit qu'elle ne le savait pas.
En apprenant qu'elle n'avait aucune idée de l'identité de la personne responsable, Cécile remit immédiatement en question le fait même d'impliquer sa fiancée dans cette affaire. Eronia changea alors de sujet et affirma qu'il existait également de nombreuses autres victimes de harcèlement. Elle demanda aux victimes de s'avancer. Mais les deux personnes les plus proches, Cynthia et Silica, se contentèrent de la regarder froidement. Personne ne prit le parti d'Eronia, malgré le fait qu'elle prétendait que tout le monde se plaignait toujours auprès d'elle. Cécile s'était attendue à cette réaction. Après tout, accuser verbalement la fiancée du prince héritier dans un endroit pareil pouvait ruiner la position sociale de n'importe qui. Certaines jeunes nobles détournèrent facilement le regard, mais elles semblaient surtout considérer tout cela comme de simples rumeurs sans importance et montrèrent plutôt leur mécontentement. Cécile sourit alors doucement avant de demander poliment à mademoiselle Eronia de retirer son objection. Mais elle refusa catégoriquement. Puis, elle sortit soudainement un rapport confidentiel caché sous sa jupe. Toute l'assemblée fut choquée par un geste aussi inapproprié. Cécile, lui, n'avait absolument aucune envie de toucher cette enveloppe douteuse, surtout sans vouloir imaginer où elle l'avait gardée. C'est donc Zéno qui remit le contenu du dossier à Cécile. En voyant cela, Berthia devint complètement horrifiée. Cécile jeta simplement un rapide coup d'œil au document. Comme il s'y attendait, il s'agissait d'un rapport d'enquête concernant le marquis Noche. Il savait déjà qu'Eronia avait engagé des personnes afin d'enquêter sur lui et sur Berthia. Pendant ce temps, Berthia tremblait visiblement. Cécile comprenait qu'elle attendait ce moment depuis très longtemps. Mais même si elle s'était préparée à perdre quelque chose d'aussi important pour elle, cela devait tout de même être terrifiant. Étrangement, Cécile se sentit un peu coupable, parce qu'au fond de lui, une partie de lui était heureuse. Tout cela parce que la main tremblante de Berthia semblait silencieusement le supplier d'agir. Eronia déclare avec assurance à Cécile que la marquise a commis des crimes. Selon elle, il est impardonnable que la future reine soit la fille d'une criminelle. Cécile reconnaît que les documents qu'elle a apportés sont excellents, mais il précise que les crimes ne concernent pas le marquis Noche. Les véritables coupables sont plutôt le vicomte Conceptir, le comte Comornal et le baron Seggio. Et justement, des preuves solides viennent d'être obtenues contre ces trois hommes, qui sont en train d'être arrêtés. Eronia insiste alors en disant que les dossiers des Noche contiennent des preuves reliant ces crimes au marquis. Mais Cécile lui répond que le simple fait qu'il apparaisse dans les documents ne signifie pas qu'il soit coupable. Elle se tourne ensuite vers Corguin, persuadée qu'il sait quelque chose. Mais celui-ci affirme calmement qu'il n'en sait rien. Eronia refuse d'y croire. Elle lui rappelle qu'il lui parlait souvent de nombreuses choses. Corguin répond alors qu'il se souvient seulement avoir écouté distraitement ses soupçons sans fondement. Il ne les a jamais confirmés. Il explique aussi qu'il a été autorisé à assister le travail du marquis uniquement parce qu'ils entretenaient de bonnes relations. Eronia supplie alors, affirmant que le marquis l'a fait souffrir pendant des années. À cet instant, Cécile comprend qu'elle est semblable à Berthia. Elle croit que l'avenir doit forcément suivre le scénario du jeu Ultimate Game. C'est pourquoi, lorsqu'on lui donnait des réponses vagues ne permettant aucune conclusion claire, elle les interprétait automatiquement comme des confirmations. Cécile révèle ensuite que lui et son père connaissaient déjà tout le contenu du rapport d'Eronia, car ils menaient eux-mêmes une enquête secrète dirigée par le marquis Noche. En réalité, le marquis Noche travaillait comme un agent infiltré. Le visage d'Eronia passe alors de la colère au désespoir. Elle a perdu. Mais Cécile se demande désormais quoi faire d'elle après toutes les insultes et accusations violentes qu'elle a proférées contre sa fiancée et le père de celle-ci. Les gardes commencent alors à l'escorter hors de la salle, tandis qu'elle pense intérieurement « Ce n'est pas juste. Pourquoi ne me comprends-tu pas? Je suis l'héroïne. Alors pourquoi refuses-tu de me choisir? Je suis celle qui t'est destinée. Cette femme ne pourra jamais prendre ma place. Après tout, ce n'est qu'une méchante. Je suis la seule capable de faire de toi un véritable être humain, toi. » Berthia aussi avait ressenti le poids des paroles d'Eronia. « J'ai pourtant agi exactement comme tu le voulais tout ce temps, n'est-ce pas? Après la cérémonie d'entrée, Pichan et moi sommes apparus juste devant toi, et je suis certaine que nous avons aussi accompli tous les autres événements importants. Alors, pourquoi refuses-tu de me choisir? Même aujourd'hui, je suis venue ici en portant une robe jaune choisie spécialement pour toi. Être traitée ainsi malgré tous mes efforts, c'est vraiment trop cruel. » Cécile trouvait tout cela profondément étrange.
Jamais il n'avait dit, ni même pensé, vouloir qu'Héronia le choisisse. Héronia éclata alors de colère et lui demanda quel était son problème. Selon elle, il n'était rien d'autre que le prince androïde. Si elle ne le choisissait pas, il ne serait qu'une poupée intelligente sans valeur. Elle affirma ensuite être sa destinée, et que s'ils s'embrassaient, une marque apparaîtrait sur son corps comme preuve de leur lien. Sans elle, continua-t-elle, il resterait éternellement le même, un homme condamné à vivre des journées monotones dans un monde sans couleur, jusqu'au jour où l'ennui le pousserait à se détruire lui-même. Cécile ne comprenait pas vraiment le sens de ces paroles, mais une étrange sensation montait en lui, comme si quelque chose de précieux lui était arraché sans la moindre considération. Soudain, cette froideur disparut lorsque Berthia prit son visage entre ses mains, le suppliant de ne pas écouter ce qu'Héronia racontait. À cet instant, Cécile se sentit terriblement stupide. En embrassant doucement la main de sa fiancée, il réalisa une fois de plus qu'elle était la personne la plus adorable à ses yeux. Il ordonna immédiatement aux gardes d'emmener Héronia, mais l'héroïne leur cria d'attendre. C'est alors que Péchane plongea soudainement depuis les airs et fracassa le plafond, faisant exploser les vitres au-dessus d'eux. Kuro et Zeno passèrent aussitôt à l'action pour les protéger des éclats de verre. Puis, Péchane attaqua de nouveau, mais Kuro bloqua l'assaut grâce à sa barrière d'ombre. L'oiseau adressa alors un sourire à Héronia avant de reprendre son élan pour une nouvelle plongée. Cette fois, Péchane disparut soudainement de vue, prenant Kuro au dépourvu. Profitant de cette ouverture, il frappa directement Cécile et trancha le lien de sa boucle d'oreille. Et ainsi, Cécile s'effondra. En se réveillant dans un immense espace vide, Cécile comprend qu'un esprit de lumière l'a probablement plongée dans une sorte de monde mental. Ce corps n'était sans doute même pas son véritable corps physique. Une lumière brille alors au-dessus de lui, et soudain, il se retrouve transporté dans le passé. Son père lui demande s'il était nerveux à l'idée de rencontrer sa fiancée pour la première fois. Cécile réalise immédiatement qu'il s'agit du jour où il a rencontré Berthia. Quelques instants plus tard, Berthia entre dans la pièce aux côtés de son père. Elle tremble de nervosité tandis qu'elle se présente poliment comme l'aînée de la maison Noche. En l'observant, Cécile remarque que son comportement est totalement différent de celui qu'il connaît. Mais cela n'a aucun sens. Après tout, c'est censé être leur toute première rencontre. Contrairement à Johanna, Berthia lui paraît alors être une jeune fille tout à fait ordinaire. Cécile l'invite à goûter le gâteau servi pendant la rencontre, mais elle refuse timidement, affirmant que passer du temps avec lui suffit déjà à remplir son cœur de bonheur. À la fin de la rencontre, Zeno demande à Cécile ce qu'il pense d'elle. Cécile répond simplement que la décision reviendra à son père. Tant qu'il n'y a aucun problème à ce qu'elle devienne la future reine, cela lui convient. Peu importe la jeune fille choisie, cela ne changerait rien pour lui. Soudain, Cécile revient brusquement dans l'espace vide, et il comprend alors quelque chose d'étrange. Ce souvenir ne correspondait pas du tout à sa première véritable rencontre avec Berthia. Plus précisément, Berthia était la seule chose complètement différente. La véritable Berthia qu'il connaît est une fille excentrique qui prétend être une méchante de jeux vidéo. Pourtant, une chose restait certaine. Le garçon présent dans ce souvenir, c'était bel et bien lui. En retirant lentement son gant, Cécile écarquille soudain les yeux de choc. Sa main était celle d'une poupée.